Bonsoir Laurent et Romuald, messieurs, bienvenue. Salut Jocelyn, ça fait plaisir de te revoir ici. Salut Jocelyn. J'espère que vous avez passé un bel été. L'été n'est pas complètement fini, mais des bonnes vacances en tout cas si vous en avez pris. J'adresse ce message à tout le monde. Et puis, je salue également Anaïs qui est avec nous ce soir. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Jocelyn, bonsoir Romuald, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Bonsoir. Toi, Voilà, Anaïs fait sa première interview ce soir parce qu'elle va me seconder, on peut dire. En tout cas, Oui, on va tout à faire cette fait. interview tous les deux. Et donc, je souhaite la bienvenue à Anaïs, qui fait sa rentrée aussi donc sur Vertical Project. Anaïs, te présente en deux mots pour nos auditeurs, spectateurs, télénautes, internautes. Tu es diplômé en philosophie, donc attention à ce que vous allez dire comme bêtises. Donc Anaïs a un master de philo, elle prépare l'agrégation, et puis elle travaille aussi actuellement à temps partiel pour l'Institut Métapsychique International. Vénérable institution, hein, donc voilà, on est très content de l'avoir avec nous. Alors, messieurs, on vous reçoit pour ce livre qui est un méta-livre, un méga-livre et un méta-livre. Phénomène, parce qu'en fait, le livre s'appelle Phénomène, mais le livre est un phénomène. C'est pour ça que c'est un méta-livre, n'est-ce pas? Donc, c'est c'est le phénomène littéraire de la rentrée, en tout cas, dans les domaines qui nous intéressent. Donc, déjà, félicitations à vous deux pour ce travail. Vous avez co-dirigé ce collectif hein, avec une dizaine d'auteurs. ouais, Donc, félicitations à vous deux et puis à tout le monde, évidemment, qui a contribué. J'ai eu le plaisir de faire la postface. On pourrait, euh, on pourrait passer la soirée, ne serait-ce que sur la préface de notre ami Bertrand Meheust, qui est absolument brillante et qui pose vraiment le problème. Dans ce livre, vous parlez du phénomène OVNI, beaucoup. Vous parlez des phénomènes psy aussi en général, beaucoup ce qu'on appelle les poltergeists. Vous parlez aussi des états modifiés de conscience, des états de transe, on parle même des expériences de mort imminente. Et puis, vous faites le lien entre tout ça, bien sûr, et il y a cette notion donc qui est le fil rouge en fait du livre, dont on va parler beaucoup ce soir aussi, je pense, qui est cette notion de trickster. Donc peut-être que pour commencer, on pourrait vous demander de définir ça. Je vous pose cette première question, ensuite je laisserai la main à Anaïs. Et donc, je vous dis à tous que vous pouvez poser les questions dans le chat, bien sûr. Avec Anaïs, on fera une sélection complètement subjective hein, des questions que vous poserez. N'en posez pas trop parce qu'on on pourra certainement pas tout poser vu qu'on en a déjà pas mal, Anaïs et moi. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à intervenir, à faire des remarques et aussi donc à poser vos questions. Alors, trickster, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez bien, si Romuald le veut bien, je peux répondre. Vas-y. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ça vraiment, j'ai l'impression d'être rentré en première division là. Si j'étais footballeur, je dirais que je suis en première division. Ça me fait bizarre. L'archétype du trickster, c'est un archétype que moi j'ai découvert. Alors, je le précise tout de suite, hein, je ne suis pas versé dans la psychologie jungienne, ni même dans l'anthropologie de Lévi-Strauss ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que moi j'ai découvert sur le tas, puisque je raconterai plus tard comment, mais si j'ai investigué l'archétype du trickster et le paranormal, c'est parce que j'y ai été confronté et que j'ai vu quelque chose qui pouvait ressembler à l'archétype du trickster. Et en faisant des recherches, donc, j'ai fait le lien entre l'archétype du trickster et ce que j'avais moi vécu quelques mois auparavant, c'est-à-dire un phénomène très étrange qu'on appelle coup de téléphone post-mortem, que les Américains appellent phone call from the dead, et qui pourrait être en lien donc avec le paranormal. Je me suis vite rendu compte que Carl Jung lui-même, le premier, dans les années, si je ne me trompe pas, 50, oui, 50, puisqu'il est mort dans ces années-là, avait mis en relation les poltergeists avec l'archétype du trickster déjà. Et il avait remarqué que le processus de manifestation du poltergeist ressemblait à cet archétype du trickster, bien connu dans nos cultures depuis très très longtemps, puisqu'il a été incarné, il a eu des incarnations, hein, cet archétype-là, ce mythe-là. On l'a vu dans Hermès, chez Hermès, mais on l'a vu aussi dans
dans les peuples du Nord chez Loki. On l'a vu également sous d'autres formes plus animales dans les traditions amérindiennes. On l'a vu aussi ou africaines. Donc, c'est quelque chose qui est un invariant culturel qu'on retrouve dans le monde entier. Mais plus généralement, l'archétype du trickster, c'est quand même le dieu farceur, messager, et qui communique donc des dieux aux vivants, mais également qui va même dans le monde des morts, qui accompagne les âmes dans le monde des morts. Et c'est en cela que peut-être on peut faire un lien entre cet archétype-là et le paranormal. Alors, le premier à avoir fait le lien, c'était Carl Jung avec le paranormal, mais il y a eu d'autres auteurs, comme dans les années 80, par exemple, il y a un auteur américain, Greg Little, qui avait fait le lien entre cet archétype et les phénomènes ovni, début des années 80. Je dirais très, très malin quand même d'avoir vu ça. Et moi, donc, à la fin du livre Des coups de fil de l'au-delà, il y a 4 ans, mon livre auto-édité, et à la vue à la fois de la bizarrerie, des anomalies dans l'anomalie du phénomène des coups de téléphone post-mortem, j'avais fait le lien avec cet archétype-là, surtout que moi, après avoir vécu le phénomène des coups de téléphone en 2004, quelques mois après, dans un songe, ça y est, je donne l'info, j'ai vu un songe où j'allais me planter sur l'autoroute parce que je m'étais endormi. Et c'est à ce moment-là que je fais un rêve qu'on pourrait appeler un rêve lucide, un rêve très, très net. Un rêve réel, enfin, c'est comme la réalité en termes d'image, de son, sauf que c'est un rêve. Et je vois un petit fou du roi, un petit personnage de type fou du roi, qui me fait signe, et qui prend son temps, il prend vraiment son temps, mais il fait bouger ses cloches, et il me fait signe, il me dit réveille-toi et change de direction parce que tu vas droit dans la barrière de sécurité. Donc, c'est grâce à ce petit songe à ce moment précis que j'ai peut-être sauvé ma vie. Mais quelques semaines après, j'ai fait le lien quand même avec ce que j'avais vécu auparavant parce que je savais que cette apparition du fou du roi dans ce rêve lucide-là n'était pas anodine. Elle était en lien avec ce que j'avais vécu déjà précédemment avec ce phénomène des coups de téléphone et peut-être qu'elle était en lien donc forcément avec le paranormal. C'est en faisant tourner Google que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le fou du roi était une des dernières incarnations ou une dernière apparition dans nos cultures de cet archétype-là du trickster. Donc moi, si j'ai fait le lien entre archétype du trickster ou mythe du trickster et paranormal, c'est parce que j'étais aux premières loges. Pas par ma culture, pas parce que j'ai lu, quoique ce que j'ai lu, c'est après, ça a confirmé, mais c'est surtout parce que j'étais aux premières loges que j'ai pu faire ce lien-là. D'accord. Alors, je te remercie, Laurent. Bien sûr, je vous ai pas présenté, pardonnez-moi, mais on sait qui vous êtes. En tout cas, Romuald, c'est un habitué. Et, donc, toi, tu es sociologue, et on peut le dire quand même. Tu es enseignant. Je suis un docteur en sociologie, donc j'ai été formé en socio. Ouais. Voilà. Mais je ne suis pas sociologue de métier. Tu n'es pas sociologue de métier, absolument, pardon. Tu es sociologue de formation, comme on dit. Romuald, toi, tu es donc chercheur indépendant en ethnobotanique. On se connaît bien sûr. Est-ce que tu peux compléter peut-être ce qu'a dit Laurent en parlant un petit peu de la notion d'archétype? Parce que là, on est déjà sur des notions qui ne sont pas forcément évidentes. Le trickster est un archétype. Oui, bien sûr. Alors donc, qu'est-ce qu'un archétype? Comment est-ce qu'on peut définir ça, même si ce n'est pas facile, bien sûr. Alors, je pense que c'est bien aussi peut-être de repartir aussi de la genèse du livre. En fait, ce projet, il est né… D'abord, c'est Laurent qui lui a donné naissance, parce que c'est lui qui l'a pensé. Et puis, comme on avait les échanges réguliers sur ces thématiques, il s'est dit que ce serait bien de faire un ouvrage collectif sur le sujet. Moi, je lui ai dit, écoute, banco, je te suis, je veux bien être contributeur. Et puis aussi, essayer de porter à l'éditeur, chez Guy Trédaniel, ce projet, qui aujourd'hui, je trouve, est un projet extraordinaire. Il a fait un boulot de fou, Laurent, sur le projet, mais aussi les contributeurs, je pense, dont on va parler pendant l'émission. On a quand même des contributeurs prestigieux, internationaux, pour la plupart pas traduits en français, et qui ont fait des contributions remarquables et qui sortent aussi un petit peu de la francophonie aussi. C'est bien aussi d'aller voir un petit peu ailleurs. Alors, l'archétype du trickster, moi, je le connais, mais sous un autre angle. C'est celui du chamanisme. Mais on ne parle pas d'archétype. Les chamans, eux, ne vont pas te parler d'entités symboliques, psychiques. Ils te parlent d'esprit de la nature. Ils te parlent d'esprit de la nature qui sont farceurs, qui sont polymorphes, métamorphes, qui sont élusifs, c'est-à-dire qui sont fuyants. Et les chamans ont développé des outils conceptuels pour pouvoir rentrer en communication avec ces entités, qui sont des outils métaphoriques, elliptiques. On ne peut pas avoir, si tu veux, de dialogue frontal avec ces entités. Si on est frontal avec la conscience, boum,
le phénomène disparaît, ou alors il devient invisible, on ne peut plus le capter, ou alors c'est comme dans un songe, quand vous commencez à focaliser votre attention sur quelque chose, ou même dans le monde de vision, quand dans les visions, tu vas focaliser ton mental sur une vision, celle-ci, elle a un petit peu la nature de se déliter un peu et de devenir évanescente. Alors, il y a ce côté-là qui est omniprésent. Il y a beaucoup d'humour aussi. Hein. Les chamans ont beaucoup d'humour et disent que les esprits ont beaucoup d'humour. Ils sont farceurs. Alors, forcément, il y a bien sûr des liens qu'on peut faire avec les traditions. Hein. Chez nous, on avait les petits peuples, le petit peuple des forêts, les elfes, les lutins, qui ont ce caractère un petit peu blagueur, fuyant, polymorphe aussi. Donc, on retrouve ça complètement dans la nature, en fait. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, Anaïs, je te propose de prendre le bâton de parole et puis de poser ta première question. Je vais allumer une deuxième lampe, s'il vous plaît, parce que j'ai peut-être pas une bonne lumière chez moi. Non, j'ai beaucoup d'ombre maintenant. Alors, ça fait partie de l'ambiance, on va dire, mais si c'est un côté un peu lunaire. Si tu peux t'éclairer un peu mieux. C'est mon côté disruptif du trickster. C'est ça. Bon, dès que tu es voilà, prêt, merveilleux, super. Anaïs. Oui, j'aimerais justement rebondir sur ce que tu disais, Laurent. Donc, tu as raconté ton expérience quand tu as rencontré la première fois le trickster. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'on peut lui attribuer une certaine utilité à ce trickster? Parce qu'à ce moment-là, comme tu dis, il t'a peut-être sauvé la vie. Bon, c'était une vision que tu as eue. Mais est-ce qu'on peut lui donner un certain rôle dans les phénomènes paranormaux? Ou est-ce que c'est juste une rencontre, une image symbolique qui se présente? Je pense que c'est surtout un masque que peut prendre notre inconscient ou notre âme, on va dire, pour être plus exact, pour ne pas avoir un discours freudien, notre âme ou notre inconscient. Pourquoi il prend ce masque-là à un moment donné, je ne sais pas, mais en tous les cas, quand il prend ce masque-là, oui, il est susceptible de provoquer cet archétype des phénomènes paranormaux, oui. Des phénomènes paranormaux, c'est ce que je pense. Alors, est-ce qu'on peut le rapprocher aussi de la figure de l'ange gardien? Puisqu'on sait qu'il y a une petite littérature quand même et un livre très célèbre sur ces fameux anges gardiens qui nous sauveraient la vie. Est-ce qu'à ce moment précis, il m'a aussi sauvé la vie? Certainement. Certainement. On peut dire donc que cet archétype-là, c'est aussi quelque part peut-être quelque chose de positif et peut-être aussi nos gardiens. Voilà. Je crois que si on remonte jusqu'aux Grecs, ces entités-là, on les appelait des daimons. On en parle dans le livre. Ces entités un petit peu malignes et responsables de phénomènes paranormaux, mais également donc, considérés aussi comme des messagers, comme des intermédiaires entre notre plan à nous et le monde divin, eh bien, on les appelait des daimons. Et il y avait également aussi ce qu'on appelait des daimons personnels, le daimon de Socrate, par exemple. Donc, cette forme-là, cet archétype-là du trickster peut être également donc un de nos gardiens. Il est considéré d'ailleurs par les Grecs, les daimons étaient considérés comme étant des gardiens par pas mal de philosophes. Et on peut aussi le considérer comme responsable ou comme impliqué, au moins, au minimum, dans les phénomènes dits paranormaux. Mais tout ça, c'est pour mettre des mots, pour l'instant, pour tenter de décrire et de catégoriser un petit peu les choses. Si on va un peu plus loin, et c'est là où on invite les lecteurs, hein, c'est de progresser dans la lecture et d'aller jusqu'au bout de la réflexion, et on se rend compte que finalement, ces phénomènes se produisent peut-être pas parce qu'on a des petites entités qui attendent le moment opportun pour le faire. Hein, et ces phénomènes surgissent, se produisent et prennent les caractéristiques du trickster, oui. Mais de là à envisager ou à penser qu'il y a des petites entités qui sont chez elles ou tapis dans l'ombre en attendant de jouer un tour protecteur ou un tour paranormal, ça c'est autre chose. Hein. Ce n'est pas vraiment ce que je pense moi personnellement. Je pense plutôt que ce sont des surgissements de quelque chose qui se produit dans notre réalité et qui effectivement prennent les caractéristiques, suivent un processus d'apparition et de disparition, on pourra en parler après, hein. Ça apparaît et ça disparaît assez rapidement aussi, et qui se rapproche de tout ce que l'on sait déjà dans nos cultures humaines, de cet archétype du trickster, de ce mythe du trickster, de ce personnage disruptif qui intervient, qui fait son tour et qui disparaît tout aussi vite.
Et oui, donc tu parlais aussi de l'inconscient, de cette idée que justement le trickster, voilà, c'est une image symbolique, archétypale, comme voilà, si on parle de Jung aussi. Et pourtant, vous vous souvenez que ce n'est pas une hallucination, mais ce n'est pas non plus une entité, voilà, comme tu disais, objective, qui vient et qui se présente à nous. Alors, comment expliquer un peu cette relation entre notre inconscient, nos images, voilà, le trickster, qui d'ailleurs est propre aux cultures aussi, ce que vous disiez, que ça varie selon l'âge aussi de l'individu. Alors, comment est-ce qu'on peut… Non, je ne dis pas que ça varie, hein, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Le phénomène des poltergeists arrive plus facilement enfin, historiquement, avec les cas qu'on a eus, on a pensé à un moment donné que les poltergeists arrivaient plus facilement aux personnes jeunes. Je ne suis pas persuadé que c'est vrai. Parce que si le phénomène des coups de téléphone post-mortem, si dans bien des cas, ça se rapporte au phénomène du poltergeist, et non pas d'un coup de fil d'un défunt, comme le phénomène veut bien se présenter. S'il s'agit d'un effet poltergeist, encore une fois, ça arrive à tout le monde, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe. Moi, je ne vois aucune différence dans ce que j'ai eu. Je ne peux pas le catégoriser en termes de jeunesse ou en termes de sexe, donc non, ça arrive à tout le monde. Alors, qu'est-ce que ce serait si ce n'est pas une entité ? Comment l'expliquer si ce n'est pas une entité tapie dans l'ombre qui attend de se faire, de jouer un tour ? C'est un surgissement. Hein. C'est le genre de questions qu'on va se poser, nous, parce que nous sommes dans la réalité, mais qu'on ne se poserait pas si, par exemple, on essayait d'expliquer un rêve. Un rêve, pourquoi ça se produit ? On ne se pose pas la question, ou pas tellement. Pourtant, il se produit. Parfois même, on est même surpris par quelques scènes très bizarres qui surviennent dans nos rêves, alors que nous sommes pourtant les seuls auteurs de ce rêve. Hein ? Moi, j'ai encore fait un rêve bizarre cette nuit. J'ai été surpris par mon rêve, par le scénario du rêve aussi, qui était alambiqué, mais qui retombait bien sur ses pattes, avec des coïncidences aussi. Mais pourtant, je suis le seul auteur du rêve. Vous voyez ? Donc, pourquoi telle scène est survenue dans mon rêve ? Ça, je ne me pose même pas la question parce que je sais qu'il n'y a pas de réponse, que je ne l'aurai pas. Par contre, quand une scène aussi hallucinante qu'un coup de téléphone post-mortem ou qu'un effet poltergeist survient dans notre réalité, alors là, on cherche tout de suite l'explication. Hein ? Et l'explication, la première que moi je trouve qui est convaincante, c'est celle de dire c'est un archétype qui rentre en ligne de compte. On peut même y voir une sorte de daimon. C'est comme ça qu'on se figure le truc. Hein ? C'est parce que c'est plus facile pour nous de nous figurer la chose. Et puis, c'est vrai que ça prend des caractéristiques ou un processus qu'on connaît, que ce soit sous la forme de l'archétype du trickster ou que ce soit sous la forme des petits daimons ou du monde du folklore au Moyen-Âge. On avait ça. Patrick Harpur fait un superbe texte dans le livre là-dessus. On avait déjà ces caractéristiques-là, de petits êtres très farfelus qui arrivaient dans nos vies, qui pouvaient même nous abducter, nous emmener dans son monde, etc. C'était connu au Moyen-Âge, ces choses-là. Alors, on peut toujours se figurer le problème en lui mettant, ou même parce que lui-même se présente sous des traits peut-être farfelus, joueurs, et très évasifs, très élusifs, oui. On peut toujours se représenter la chose comme ça, mais il peut s'agir aussi d'un simple surgissement d'une scène parce que notre réalité tout entière elle-même est un rêve. Et si notre réalité tout entière est un rêve, un tout psychique, alors on ne doit plus trop s'étonner de quelques scènes qui se produisent, puisque on ne s'étonne pas de telles scènes lorsqu'elles se produisent dans nos rêves, la nuit. Tu veux compléter, Romuald ou… Oui, parce que je pense qu'il faut revenir quand même sur 2-3 choses qui ont été dites. Quand on dit qu'il n'y a pas de manifestation physique, bien sûr que si. Ces entités, moi, ce que j'ai pu étudier en Amazonie, notamment les cryptides que sont la Sachamama, les témoignages des expérienceurs de ces phénomènes décrivent une créature gigantesque qui ne peut absolument pas coller avec ce qu'on connaît en zoologie. Un serpent de 50 mètres de long, 10 mètres de large, qui est capable quand même de laisser des traces dans la forêt vierge qui ont été vues en hélicoptère, dans des régions complètement isolées où il n'y a pas du tout de bulldozer. La Sachamama, pour reprendre l'histoire, une anecdote, ça s'est passé à Nuevo Tacna. C'était une communauté indienne assez reculée au Pérou où la communauté des Indiens était complètement terrorisée. Ils avaient décrit un serpent gigantesque qui était sorti de la forêt, qui s'était jeté dans le fleuve. Et la population était complètement paniquée. Et quand ils sont allés sur site, le gouverneur de la province, en hélicoptère, ils ont vu une trouée dans la forêt gigantesque, alors qu'il n'y avait pas de bulldozer, si tu veux. Donc, moi, j'ai aussi eu des témoignages locaux avec deux guides qui avaient vu cette créature en version un peu plus petite, mais déjà un truc assez énorme. Et là, on était rentré dans une dynamique, si tu veux,
du phénomène, de la phénoménologie qu'on retrouve dans les ovnis. C'est-à-dire qu'ils étaient partis en prospection sur des rios vraiment éloignés du côté du Rio Purus, c'est à la frontière avec le Brésil. Et à un moment, ils se sont retrouvés à être comme attirés, captivés par la forêt. La forêt, les arbres tremblaient et ils ont vu un serpent gigantesque qui était enroulé autour de l'arbre. Et à partir de ce moment-là, s'est déclenché un processus qui est un processus qu'on retrouve par exemple dans le phénomène ovni, c'est-à-dire que le moteur de la pirogue a calé, ils étaient paralysés, ils ont ressenti des sensations d'électricité dans le corps, ils ont commencé à avoir des visions comme des manifestations télépathiques, et heureusement, un des frères a réussi à s'extraire à la pagaie, d'extraire la pirogue de ce champ, on va dire, d'action en fait, hein, que la créature ou le phénomène générait, ce cryptide, et ils ont pu s'échapper. Donc, il y a vraiment des manifestations physiques. Et d'ailleurs, pour les ovnis, bien sûr, Laurent va le confirmer aussi, mais on a des phénomènes qui sont à la fois psychiques, mais qui laissent des traces physiques. Donc, on est sur une réalité mythico-objective. C'est important de ressouligner ça. Ouais, si je peux apporter une précision, moi, je parlais surtout sur qu'est-ce qu'il y a en arrière-fond. Hein, voilà. Sur ce qu'il y a en arrière-fond, ça, on ne le sait pas. Mais on ne le sait pas. Moi, je parle de simple surgissement de scènes. Comme il pourrait y avoir des surgissements de scènes dans nos rêves. Par contre, bien entendu, ces phénomènes sont physiques, matériels, objectifs, peuvent prendre des formes différentes, mais par contre ont un processus qu'on connaît, qui est celui de l'apparition, de l'ostentation, voire même de l'imitation. Hein, ça imite notre condition humaine. Souvent, dans les rencontres rapprochées, on a des effets d'imitation, des effets miroirs. Dans les poltergeists aussi, on a une condition psychique d'un individu qui se retrouve sous la forme d'un poltergeist, c'est-à-dire de coups contre les murs, de cailloux qui arrivent de nulle part, de choses comme ça. Donc ça, oui, on a des traces objectives, matérielles. Dans le phénomène des coups de téléphone post-mortem, on a des enregistrements objectifs. Et j'ai vu une question, j'y réponds tout de suite, une question qui venait du public. Oui, on a des enregistrements, je suis bien placé pour le savoir, j'en ai un. De ce que j'ai vécu moi en 2004, puisque le phénomène avait été progressif, il s'était même répété. À l'époque, j'étais étudiant en thèse, tiens, justement, on en parlait tout à l'heure, et donc j'ai pu l'enregistrer. Il n'y a aucun souci, c'est objectif, c'est matériel. 18 ans plus tard, je peux toujours l'écouter. Donc, oui, ce phénomène est souvent et peut être objectif, même s'il laisse très peu de traces, parce qu'il y a un effet élusivité. Par exemple, on a des messages ou des enregistrements qui se déposent sur le répondeur et qui vont s'effacer au bout de 2 ou 3 consultations. Voilà. Ça, c'est un effet élusivité qui est connu du phénomène, qui est connu aussi dans d'autres dimensions du paranormal, comme le poltergeist ou les phénomènes ovni. Absolument. Alors, c'est pour ça que je faisais référence tout de suite à la préface de Bertrand Meeus, parce qu'il pose très bien le problème en mettant en avant cette notion à la fois d'ostentation, donc quelque chose qui est manifeste et qui est visible, et d'élusivité, donc qui est à la fois fuyant, pour le coup, qu'on n'arrive pas bien à cerner et dont on n'arrive pas forcément à garder les traces, même quand il y en a. Et puis, surtout, dans sa préface, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette notion qu'il pose à la fin, qui est cette notion de sagesse des limites. On pourrait retourner en parlant de limite de la sagesse, quoi. C'est-à-dire comprendre, et ça fait référence à une question qu'a posée Zlata dans le chat, clairement qu'il y a une dimension de la conscience, une strate de la conscience, comme elle dit, ou alors il y a plusieurs façons de le dire, qui échappe finalement, qui échappe à la raison, et il faut reconnaître que finalement on est dépassé par ça. Alors on peut accéder à certaines informations, à une certaine densité de la réalité par des états modifiés de conscience et ces phénomènes-là. Mais la raison est dépassée, quoi. La raison doit céder le pas en quelque sorte. Oui, quelqu'un a rebondi sur l'élusivité en bas. Moi, je sais que dans le phénomène des coups de téléphone que j'avais vécu, à chaque fois que ça sonnait, donc il y avait personne au bout du fil, ou alors je décrochais pas et j'appelais ensuite France Télécom. France Télécom me disait que personne n'avait appelé, alors que ça venait de sonner, quoi. Et quand quelqu'un faisait sonner le téléphone dans la maison exprès et qu'on appelait France Télécom identifiait le truc. Donc souvent, oui, c'est élusif et ça disparaît et c'est très, très, très fuyant. Donc, atteint-on là une sorte de limite de notre réalité? Pour revenir sur ce que tu disais, Jocelyn, oui, je pense que oui. Est-ce un refoulement, cette élusivité? Est-ce que c'est un refoulement de notre conscience? Je pense que c'est peut-être aussi le cas. C'est Charles Imbert qui évoque ça dans son texte, dans le livre. C'est possiblement une sorte de refoulement, de non-volonté de voir. Hein. C'est comme si la conscience se voyait elle-même. Carl Jung disait que si on voyait les archétypes en face, on se brûlerait, je crois que c'était le terme qu'il avait utilisé, ou on se détruirait. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? Possiblement.
En fait, votre livre, il pose beaucoup de questions, hein. Alors, il donne plein de pistes, bien sûr, pour y réfléchir, pour y répondre, mais il pose essentiellement des questions et il reconnaît qu'on est devant quelque chose qui dépasse encore une fois la raison. Et ça, c'est intéressant parce que tu faisais référence à cette notion de limite et il y a aussi cette idée qu'en fait, cet aspect étrange, bizarre de ces phénomènes, il serait protecteur aussi quelque part de justement pour nous éviter de devenir fous finalement. Oui, On est confronté à des phénomènes qui nous rendraient oui, fous s'il n'y avait oui, pas cette espèce de masquage, quoi. oui, 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 oui. On peut voir le problème autrement. Oui, il y a ce côté-là. Pour John Keel était même content que ces phénomènes disparaissent. Oui, bah, Najib fait référence à Point Pleasant, bien sûr, Mm, c'est la prophétie des ombres, hein. Donc mm, il y a un mm. chapitre où on parle beaucoup de John Keel, évidemment. Ouais, mais il était même content que ces phénomènes. Il savait que c'était une réalité. Il les avait vécus. Enfin, c'est ce qu'il disait en première. Et puis on peut le croire, hein, parce que lui il faisait le lien entre paranormal et ovni. Il lui était arrivé des choses bizarres avec le téléphone aussi. Il en parlait déjà dans les années 60. Et il disait tout simplement que ces phénomènes-là, plus vite ils seront chassés de notre société, mieux ce sera. Donc, ça ne le gênait pas trop qu'on décrédibilise ces sujets-là parce qu'il disait tant mieux. Tant mieux. Voilà. À la rigueur, le boulot des sceptiques sur lesquels moi je peste actuellement, John Keel, il aurait été content. Il aurait dit c'est mieux, c'est bien. Voilà. C'est comme si c'était quelque chose qu'il craignait énormément. Et peut-être à raison. Pour moi, non. Hein, il peut y avoir débat là. Là, il peut y avoir discussion et débat. Pour moi, non, je ne vois pas le côté négatif dans ces phénomènes. Je vois plutôt un aspect gardien et protecteur. John Keel, lui, voyait une menace. Oui, tout à fait. C'est vrai que Nice. pour rebondir, oui, aussi sur ce que vous disiez, quand on parle d'élusivité du psy, moi, je songeais tout de suite à un mécanisme de défense voilà, de la conscience, parce que c'est vrai que déjà, de faire l'expérience, de faire une expérience quand même paranormale, c'est quand même quelque chose voilà, qui bouleverse. Alors peut-être effectivement, c'est les limites finalement, voilà, un voile qu'on peut se mettre pour pas aller jusqu'au bout peut-être de l'expérience. Et justement, je me demandais, est-ce que les phénomènes paranormaux, ils surviennent plutôt dans les moments critiques? Est-ce que toi, ton coup de fil que tu as reçu, c'était un moment où, je ne sais pas, tu as eu du coup peut-être un décès juste avant? Comment ça s'est Oui. C'était le décès de ma chienne. Donc, c'était le premier décès véritable que je prenais en pleine tronche dans ma vie. J'avais 29 ans. Et alors, si vous voulez, je raconte pour les auditeurs, peut-être que tout le monde ne connaît pas la séquence des événements. Et pourquoi je suis allé sur la piste archétypale aussi, ce serait intéressant que je raconte, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Oui. OK. Alors, moi, en 2004, donc, c'est quelques jours après le décès de ma chienne, on est à Nancy avec ma mère et mon frère, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans notre ville habituelle, on est un peu plus loin, à Nancy, pour de la paperasse. Je ne sais plus c'est quoi qu'on fait. Et on est dans la voiture et je dis à voix haute, j'ai 29 ans, je suis naïf encore, et je dis, j'espère que dans l'au-delà, on retrouve nos animaux, nos chiens, parce que c'est très, très dur, quoi, hein. Et je dis, j'aimerais bien recevoir un signe. Et au moment où je dis ça, c'est comme dans un film. Au moment où je dis ça, je reçois sur mon téléphone portable de l'époque un texto dans lequel il est écrit « Hello, j'ai bien reçu mon intégration, tout va bien. » Signé Julie. Sur mon première réaction, c'est de dire « Bon, c'est une étudiante qui s'est trompée. » J'ai bien réussi mon intégration, hein. Voilà. Comme c'était le mois d'octobre, le début du mois d'octobre, je me suis dit « C'est une rentrée universitaire, une rentrée d'école. Hein. » Donc, je réponds même d'ailleurs, je fais « Hello, vous vous êtes trompé, bonne rentrée quand même. » Et en même temps, je dis à ma mère et à mon frère, je fais, tiens, je demandais un signe, le voilà. Et ça, c'est l'apéritif dans ce que j'ai vécu, c'est vraiment l'apéritif. Mais je le mentionne parce que c'est quand même une coïncidence qu'on pourrait appeler synchronicité. Et chez Jung, quand il le disait lui-même, Jung, il disait quand il y a synchronicité, forte synchronicité dans un moment clé, il y a situation archétypale, manifestation d'un archétype, il disait. Et au moment où je dis ça, ma mère et mon frère me mettent la main sur l'épaule ou sourient, quoi. Voilà. Moi, je suis effondré, mais on rigole, quoi. On rentre à la maison et le lendemain, ça commence cette fois-ci avec le téléphone fixe à n'importe quelle heure de la journée. Quand je raccrochais, on décrochait, pardon, et il n'y avait rien au bout du fil au début. Et quand je raccrochais, ça sonnait déjà. Quand on raccrochait, ça sonnait déjà. Et c'est pour ça que je parle de cet élément-là dans le livre en disant, mais c'est comme si ces phénomènes-là venaient d'en dehors de l'espace et du temps. Complètement, c'est transcendant, c'est vertical par rapport à nous. C'est comme ça que je le ressens. Je n'arrive pas à mettre plus de mots que ça pour qualifier la chose. Si vous voulez, même un opérateur de France Télécom n'arriverait pas à nous expliquer qu'en reposant le téléphone fixe, ça sonnait déjà, que le phénomène était déjà là, que le plan était déjà en train de rappeler. Mis à part si vous avez 15 numéros de téléphone et que vous appelez de 15 numéros de téléphone différents, peut-être,
Mais sinon, là, en l'occurrence, à peine on avait raccroché, ça sonnait déjà. Puis s'est engagée tout doucement une conversation, je dirais une pseudo-conversation, dans laquelle on nous proposait de répondre à des questions par un coup pour oui, deux coups pour non. J'ai appris bien plus tard, en discutant notamment avec Renaud Évrard, parapsychologue que vous connaissez, qu'en fait, ce genre de communication était connu dans le monde de la parapsychologie. Il avait même été utilisé dans quelques cas très connus, comme les Sœurs Fox, ou comme le cas de la Nièvre, le mur qui parle de la machine, le village de la machine, dans les années 70. Donc, ce phénomène commence à engager une conversation, à répondre juste à toutes nos questions, mais j'ai la présence d'esprit à la fois de tout enregistrer et de poser des questions bêtes, des questions fausses, des fausses questions, des questions pièges, et ça ne se trompe jamais. Et au dernier moment, je pose une question. Alors, on nous explique qu'en fait, mon grand-père est de l'autre côté avec la chienne qui est décédée. Bon, très bien. Je trouve que c'est hyper naïf. Je suis même mal à l'aise de ma naïveté ou à jouer ce jeu malsain. Et quand j'enregistre, au départ, c'est surtout pour aller dénoncer ça à la police. Et je vois qu'il y a un tournant quand même très étrange. Et je comprends, parce qu'il faut le digérer, que c'est paranormal. Et au moment où je dis, par exemple, ma chienne était trop vieille, on nous répond non. Sous-entendu, ce n'est pas ça le problème. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et on entend le grand halètement d'un chien, un chien qui respire fort. Et il faut savoir que ma chienne est décédée d'un cancer du poumon. On n'était pas 36 à le savoir. Il y avait moi, ma mère et le veto. Donc, ça a été un peu, ça nous a glacé le sang parce qu'on était plusieurs témoins. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire qu'à un moment donné, dans le phénomène qui a duré 2 fois 5 minutes, le coup de téléphone a duré 2 fois 5 minutes, mais il y a eu plein d'appels où il n'y avait personne au bout du fil. Mais la conversation, elle, c'est 2 fois 5 minutes. Je peux aussi vous ajouter qu'à un moment donné, pendant qu'on était au téléphone avec le phénomène, des rires enregistrés se sont déposés sur le répondeur, ce qui était impossible à l'époque, puisque à l'époque, soit vous étiez au téléphone, soit vous étiez raccroché, et là, on pouvait déposer un message sur le répondeur. À l'époque, on ne pouvait pas faire les deux à la fois. Et là, il s'était déposé des rires enregistrés, des rires très étranges. Ce n'étaient pas des rires moqueurs, c'était des rires type réunion de famille. Bon, c'est assez dissonant, un peu bizarre. Et chose étrange, alors que ma mère et son conjoint étaient en train de discuter cette fois-ci sur leur propre téléphone portable, donc ils étaient en communication, ils ont réentendu sur leur ligne de téléphone portable ces rires enregistrés. C'était pour vous dire un petit peu la folie du phénomène. Et le côté paranormal aussi. Donc, voilà moi ce que j'ai vécu, mais c'était très étrange et à la fois réel, c'était très absurde et à la fois matériel puisque j'ai pu enregistrer. Bref, c'était à la fois étrange, réel, paranormal, absurde et matériel. Il a fallu digérer ça. La première réaction, ça a été de mettre ça sous un tapis, d'en parler à personne, c'est ce qu'on a fait. Puis en 2014-2015, j'ai commencé à en parler puisque j'étais déjà auteur de livres et que je me suis senti d'écrire là-dessus. Oui, donc tu as enquêté et tu as vu qu'il y avait quelques bouquins qui avaient été publiés en anglais, mais il y avait très peu en fait de littérature sur le sujet. Donc c'est pour ça que tu as fait ce livre aussi avec des témoignages que tu as recueillis. Je voulais demander à Romuald comment il interprète ça, lui, ce genre de phénomène-là. Est-ce que on peut parler d'un poltergeist là aussi, parce que finalement, est-ce que ça serait pas justement ton inconscient qui provoque directement ces sonneries de téléphone, ces messages qui se déposent et tout ça? Alors, moi, mon interprétation de tout ça, mais ça n'en tient qu'à moi, mais c'est aussi dû à mes expériences, que ce soit sur les synchronicités. Tu sais qu'on a bossé là-dessus comme des malades et que j'ai créé des protocoles aussi de création volontaire de synchronicité. Donc, on a fait des expérimentations sur tout ça. J'ai aussi mon expérience dans le chamanisme. Et en fin de compte, moi, je pense que la problématique de ce livre, sous-jacente, mais il y a quand même des contributions qui parlent de ça, notamment effectivement celle de Patrick Harpur, et puis là où Laurent évoque aussi l'âme du monde, on en parlera après, mais pour moi la problématique elle vient d'une localisation de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, ça ne veut rien dire. Voilà. Notre problème, il est là, c'est que l'inconscient collectif, c'est une entité qu'on a cérébrée, qu'on a mis sous un inconscient cognitif, neuronal, psychanalytique, et en fait c'est un problème de localisation de ces phénomènes. Or, pour moi, ce qui est intéressant quand on passe de l'inconscient collectif à l'âme du monde, c'est de ramener dans l'environnement naturel l'inconscient. Kastrup, il dit un truc, le philosophe Bernard Kastrup dit un truc super intéressant, il dit mais en fait l'inconscient collectif, il est toujours autour de nous dans la réalité. C'est comme les étoiles à midi, quand le soleil brille et que le ciel est bleu, les étoiles elles sont aussi dans le ciel, sauf que vous ne les percevez pas. Notre conscience réflexive
de veille fait qu'en fait, on est dans le même phénomène. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas ce qu'il y a autour de nous en permanence dans l'environnement, qui est l'inconscient collectif, mais qui, là, est une réalité vivante. Pour les chamans, par exemple, quand on leur parle de symboles, d'archétypes, tout ça, eux, ils vous disent, non, mais stop, nous, c'est des esprits. Et les esprits sont indispensables au fonctionnement de l'environnement et de l'écosystème. C'est-à-dire que ces entités que nous, on a chassées, de par nos systèmes de croyances, de par les lumières, de par toutes dans l'histoire, le paradigme matériel, si tu veux, a fait disparaître de la nature ces entités qui avaient leur place, qui étaient certainement même des processus qui étaient indispensables même au fonctionnement de la Terre. Et aujourd'hui, ils sont revenus par l'espace parce qu'on les a chassés par là, et si à un moment on les chasse de l'espace, ils reviendront d'une autre façon. Je pense qu'il y a une sorte de... J'aime bien cette notion un peu Golden Age. Je pense qu'il y a un retour de l'aube pour ces entités dans leur environnement naturel. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de vivre. L'autre jour, je lisais un livre de Dominique Bourg qui s'appelle La primauté du vivant, où il y a cette notion philosophique de nomisme réflexif. Alors, c'est un peu des termes barbares philosophiques, mais en gros pour dire qu'est-ce que la pensée ? C'est quoi l'intuition ? On peut imaginer que est-ce que nos pensées nous appartiennent ? Est-ce que quelque part nous les fabriquons ? Ou est-ce que nous les captons des fois d'une sorte de noosphère comme ça qui est autour de nous et qui sont des pensées de la Terre au final, Alors, si on arrive à réintégrer ça, si Phénomène, ce livre, cette démarche de chercheurs interdisciplinaires permet peut-être de remettre à leur place ces phénomènes, ça ne va peut-être plus être des phénomènes, mais juste de comprendre la place et la réalité de ces entités, de ces mécanismes, qu'on a trop tendance, je pense, à associer à des choses cognitives. J'aime bien ce terme qui est un peu barbare, mais je pense qu'il faut décérébrer vraiment l'inconscient collectif pour le rendre à la nature. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Romuald. Tu le dis très, très bien. Et... Bon, Patrick Harpur le dit également dans le livre, très, très bien aussi. Vous savez que Kastrup est un grand fan de Patrick Harpur. Oui. D'accord, il a raison. Il a raison parce que Patrick Harpur, dans son Daimonic Realities, et l'article qu'il a fait pour le livre, qu'il nous a donné pour le livre, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il nous dit également il nous fait remarquer également, Patrick Harpur, et je rebondis, que le cœur de la réalité est lui-même daimonique, c'est-à-dire a un côté trickster et paradoxal. Quand on regarde le cœur de la réalité, l'infiniment petit, est ce que nous apprend la physique quantique, même si j'aime pas, moi, ramener tout à la physique quantique, j'aime pas, mais je vais le faire quand même, et peut-être que je le ferai mal. Mais l'infiniment petit est également paradoxal. C'est à la fois, sur certains aspects, une particule, et d'autres fois, une onde. C'est également insaisissable. C'est également très élusif, le cœur de la réalité. Donc, Patrick Harpur nous fait remarquer que le problème de la réalité elle-même, est peut-être aussi daimonique, autant que les phénomènes dont on parle dans ce livre. Et je trouve ça vraiment, je trouve que c'est un apport incroyable, enfin c'est quelque chose d'assez évident, et en même temps, le dire c'est quand même un apport super, et avoir cette réflexion-là, ça en dit long. Ça en dit long parce que ça veut dire aussi que notre propre réalité est peut-être un tout psychique et donc un rêve. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Oui, bien sûr, c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que inconscient collectif, âme du monde, unus mundus, tout ça, c'est différentes façons de parler de la même chose. Évidemment, c'est quelque chose, c'est une autre dimension de la réalité. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité et qui n'est pas accessible directement au sens et à la conscience dans ces états ordinaires, on peut dire. Alors, il y a un truc qui est fascinant quand même dans ces phénomènes, notamment le phénomène ovni, c'est qu'il y a justement, donc on parlait des faits miroirs, etc., la façon dont le phénomène s'adapte en fait aux témoins, mais à la fois dans une dimension collective, c'est-à-dire liée à l'époque, et ça avait déjà été pensé, bien sûr, et par Méheus, et par Jacques Vallée, etc., et par d'autres auteurs, le fait que les gens interprètent ce qu'ils voient en termes de technologie de l'époque, soucoupe, etc. Ça, on a beaucoup réfléchi à ça, mais il y a aussi une dimension personnelle, en fait, c'est-à-dire que le phénomène s'adapte aussi à la personne, c'est-à-dire que, voilà, justement, Méheus souligne aussi que peut-être il y a des biais d'interprétation, du coup, qui sont liés à ça, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de cas où il semble qu'il y a cette double adaptation, quoi. Il y a cette adaptation à la psyché collective à l'époque, et puis cette adaptation à la psyché personnelle, quoi. Donc là, à nouveau, ça complexifie encore les choses en quelque sorte. Conditions sociales, conditions humaines, conditions personnelles sont reflétées dans pas mal de cas de rencontres rapprochées, et donc c'est un effet mimétique absolu, total, comme le dit Jean-Jacques Jallat, où
et là, ça fait réfléchir, quoi, hein. Ces phénomènes nous reflètent. Alors, on le sait que nos rêves, chaque nuit, nous reflètent, hein, on le sait. Mais on remarque maintenant, et en tout cas, c'est là-dessus que nous attire l'attention, eh bien, ces phénomènes paranormaux et ovnis nous reflètent aussi dans cette réalité. Alors, pourquoi, si dans notre réalité, ces phénomènes nous reflètent à travers des phénomènes dits paranormaux sous ces formes-là ou des phénomènes de type ovni, rencontre rapprochée, donc pourquoi ça prendrait ces reflets des formes comme ça très particulières, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils auraient pris ces formes-là également au moment du Moyen-Âge, du folklore. Pourquoi ils ont pris d'autres formes peut-être au moment il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, ces phénomènes s'adaptent en permanence et nous reflètent également. Oui, Najib fait référence aussi à un cas où des pêcheurs voient des yétis avec une tête de poisson. Bon, ça, c'est plutôt amusant. Mais il parle du film Contact aussi, où en fait, le contact avec les extraterrestres, finalement, ça s'avère être une rencontre avec son père décédé dans l'héroïne. Il y a un cas comme ça, au moins un, dont vous parlez dans le livre, et auquel Méeus fait référence aussi. Moi, je me souviens aussi avoir raconté un cas comme ça dans notre livre avec Romuald, Se souvenir de l'au-delà. C'est le cas de Juan Pérez, hein, d'ailleurs, vous auriez pu le reprendre parce qu'il n'est pas tellement connu. Il y a eu ce film dans lequel Jacques Vallée témoigne, hein. Et donc c'est pareil, le gars, il est témoin d'un atterrissage d'OVNI duquel sort son grand-père, en fait. C'est son grand-père décédé qui sort de l'OVNI. Donc il y a ce recouvrement aussi des phénomènes de contact avec l'au-delà et d'apparition d'un OVNI. On a catégorisé des phénomènes qui forment un grand tout, quoi. Avec nos catégories, finalement, on s'égare certainement aussi, j'imagine, non? Oui, parce que c'est le phénomène qui se présente de manière séparée ou parfois séparée et des fois il se mélange. Mais donc nous, on a tendance à on a voulu mettre des catégories et à séparer les choses. Et c'est pour ça qu'on a étudié longtemps séparément paranormal et ovni. Mais en regardant bien, par exemple, je crois que déjà dans les contes folklore, dans les cas on a déjà des mélanges entre les lutins et le monde des morts. On a déjà ça. Donc, et c'est présent déjà dans le folklore, hein. On a d'autres parallèles saisissants à faire également dans les rencontres rapprochées et même la mythologie ou bien le folklore entre le fait de rencontrer donc soit d'être dans le monde des morts pour les Grecs ou alors dans le monde des lutins et du petit peuple au folklore ou être abducté par un extraterrestre en 1960, eh bien, à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, on a un moment où on va devoir manger quelque chose et comme par hasard, après, on oublie tout. Ça, c'est une caractéristique, manger et oublier, c'est une caractéristique qui traverse des trucs complètement différents, de la mythologie grecque jusqu'au folklore, jusqu'au cas d'abduction des années 50, 60, 70. Donc, c'est quand même marrant de voir ce parallèle-là, et j'irai même plus loin. Ça concerne également ce qui se passe en termes de souvenirs d'entre-deux-vies. On a des enfants donc, qui racontent avec raison et avec des éléments très, très crédibles, puisque c'était étudié par Ian Stevenson, Jim Tucker, des souvenirs de vie passée. Ils se souviennent aussi de ce qui s'est passé entre deux vies. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent qu'à un moment donné, avant de revenir sur Terre, ils ont mangé quelque chose et à cause de ça, ils ont tout oublié. Donc cet élément-là, cette caractéristique-là de manger quelque chose et d'oublier, on le retrouve, je me répète, je suis désolé, mais j'aime bien insister, dans le monde des Grecs, dans le monde du folklore, dans le monde de l'abduction par les extraterrestres, supposé, et dans le monde dans le cas des souvenirs d'entre-deux-vies, hein, de qu'est-ce qui s'est passé entre deux vies. La même caractéristique, manger pour oublier, est déjà présente dans 4 dimensions différentes soit de la culture, soit du paranormal, soit de l'ufologie. Alors là, j'avoue que j'ai appris quelque chose effectivement en lisant ça. J'étais vachement intéressé parce que je connaissais pas du tout cette histoire. Romuald, tu veux compléter ensuite Anaïs? Bah oui, là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est moi, dans mes pratiques de ce que je connais, par exemple, dans le monde des visions de l'ayahuasca, qui est un monde imaginal, hein, au sens où l'entendait Corbin et les soufis, dans ce monde unitaire des visions d'ayahuasca, des plantes de vision, pourquoi tu retrouves et des morts, et pourquoi tu retrouves des soucoupes volantes, donc des ovnis, pourquoi tu retrouves des cryptides, que ce soit des yétis, que ce soit des dinosaures. Enfin, voilà, ce qui est intéressant là aussi, c'est dans ce monde visionnaire, de retrouver un petit peu tout ce qui existe
dans l'imaginaire, dans les mythes, dans les folklores. Il y a aussi des lutins, il y a aussi des elfes, il y a tout en fait dans ces visions. On peut voir de tout, et notamment et surtout des grands archétypes et symboles qu'on retrouve dans toutes les traditions, dans toutes les mythologies, mais comme si c'était une sorte de métaverse ou de réalité virtuelle où tu les retrouves tous. Voilà. Oui. Oui, Laurent, tu voulais rebondir? Non, oui, je donnais raison à Romuald. On pourrait même ajouter que sous ayahuasca, on voit également, ou sous DMT, c'est des substances, même sur champignons, on peut voir apparaître également le trickster sous sa forme de joker, de fou du roi. Il apparaît également dans un univers un peu kaléidoscopique, selon les témoins, selon ceux qui ont repéré. D'ailleurs, il y a je les appelle les psychonautes, ont eux-mêmes enquêté sur l'archétype du trickster parce qu'ils l'ont vu. C'est marrant. Moi, je suis tombé sur des discussions entre psychonautes. Ils se disent, mais c'est quoi cette entité qu'on rencontre? Ah bon, c'est l'archétype du trickster. Voilà. Donc, ils sont malins. Ils sont pas plus bêtes que nous, pas plus bêtes que moi. Ou en tout cas, j'étais pas plus bête qu'eux. Et moi aussi, quand j'ai vu le fou du roi, j'ai su que c'était quelque chose. Et surtout la manière dont ce rêve s'est produit quand j'étais en train de rouler à 100 km/h, j'allais me tuer, et que ce personnage-là est apparu dans un rêve très lucide, où il prend énormément son temps. Alors, c'est marrant parce qu'on voit bien le décalage entre notre réalité et l'autre monde, puisque là, il prend son temps, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous imaginez que vous êtes en train de rouler à 100 km/h, que vous allez en direction de la barrière centrale de l'autoroute, et qu'en même temps, vous faites un rêve qui dure environ 30 ou 40 secondes. Alors, à 100 km/h sur l'autoroute, c'est pas assez vite, je dirais. C'est dangereux. C'est dangereux de rouler trop lentement. Attention, quand même. Oui, mais je m'étais endormi, j'avais levé le pied. Bon, d'accord, je comprends. Et vous imaginez que là, à ce moment-là, le petit personnage dans le rêve, il prend son temps, il fait sonner ses cloches. Il me regarde, il fait sonner ses cloches. Et puis, quand il voit que je ne réagis pas, il me fait ça, quoi. C'est prodigieux. Il faut l'avoir vécu pour sentir ce côté prodigieux, décalage temporel entre le temps du rêve et le temps de la réalité. Donc, ce personnage que j'ai vu moi, d'autres le voient également sous forme pareil, sous la même forme, fou du roi, bouffon, et ils le voient quand ils prennent des substances psychédéliques. Donc, les états modifiés de conscience aussi peuvent voilà, favoriser en tout cas. Mais ils voient aussi d'autres apparitions, comme le disait Romuald. On voit aussi des petits extraterrestres. On voit aussi des personnages qu'ils appellent les machine elves. John McKenna en parlait déjà beaucoup. C'est des personnages un peu robotiques comme ça, un peu qui apparaissent, donc et qui sont pleins de joie, qui dansent, etc. Oui, on voit ces personnages-là et on peut faire le rapprochement. On est forcé de faire le rapprochement avec ce qu'on voit dans les cas d'abduction, dans les cas de rencontres rapprochées, c'est évident. Et justement, à la fin du livre, et même là, tu as aussi utilisé l'expression d'un autre monde. Et en même temps, c'est vrai que cette expérience, elle nous donne la sensation de faire vraiment l'expérience de la pensée, voilà, en tout cas. Et donc, je me demandais, alors cet autre monde, est-ce qu'il n'est pas peut-être ici? Est-ce que cet au-delà, il n'est pas déjà là, finalement? Si on envisage que l'univers n'est que psyché et qu'on en fait l'expérience, alors y a-t-il vraiment un autre monde? N'est-ce qu'un seul monde qui n'est que pensée? Je ne sais pas si Romuald veut répondre. Romuald? Ouais. Moi, je veux bien répondre à ça parce que j'y ai longuement réfléchi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un seul monde. Il y a un seul monde, sauf que pour pouvoir vivre incarné avec un corps et donc pour localiser la conscience dans le temps et l'espace, il faut être incarné. Et pour être incarné, la structure cérébrale, le cerveau, mais aussi le corps, ils servent à quelque chose qui est simple, c'est à filtrer tout cet inconscient dit collectif qui est en fait une surréalité. Et quand vous l'apercevez globalement dans toute cette totalité, c'est que vous êtes mort. C'est que vous êtes mort ou que vous êtes au seuil de la mort, c'est-à-dire que vous avez des états de conscience pré-mortem qui vous amènent en fait à percevoir cette dilatation de votre conscience parce que le filtre, en fait, lui, s'éteint. Par exemple, dans un domaine que je connais bien, les psychédéliques, on a souvent pensé que ces molécules avaient l'effet de créer un feu d'artifice dans le cerveau et suractiver en fait le cerveau. Aujourd'hui, on sait que c'est l'inverse. En fait, ils éteignent le cerveau. C'est-à-dire qu'ils éteignent, il y a un effet, on pourrait dire, c'est un peu simpliste, mais c'est plutôt l'inverse. Plutôt d'avoir une suractivité, il y a plutôt une mise en léthargie, plutôt de l'activité cérébrale. Ce qui fait qu'à un moment, la conscience, quand il n'y a plus ce filtre, elle s'expand et elle perçoit la réalité globale, complète qui est autour d'elle. Et du coup, cette réalité, elle est forcément intemporelle,
elle est transspatiale. Enfin voilà, donc du coup, ça rejoint tout ce que les expérienceurs, à la fois des expériences chamaniques décrivent, mais aussi les gens qui font des NDE. On sait qu'il y a des thématiques récurrentes, des axes centraux comme ça, de toutes ces expériences qu'on peut retrouver. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une seule réalité, et quand vous regardez le ciel, pour faire une métaphore, quand vous regardez le ciel à midi, que le ciel est bleu et qu'il y a le soleil, eh ben, dans cette lumière, il y a quand même la lumière des étoiles qui sont derrière, que vous ne percevez pas, mais cette lumière, elle est mélangée aussi à la lumière du soleil. Eh ben, je pense que c'est pareil, mélangé à notre conscience de veille, il y a tout ce monde extrêmement vaste qui se révèle dans nos rêves, voilà, et dans les phénomènes de conscience élargie, on va dire. Moi, je proposerais d'aller un petit peu plus loin, mais c'est juste parce que je suis invité ce soir et donc je propose ma vision du truc. Je dirais que on peut parler en termes d'expérience, et là, Romuald a raison, sur l'expérience personnelle, Romuald a raison, c'est-à-dire qu'on peut faire cette expérience-là qu'on appelle de la réalité, que moi je qualifie être un rêve, et quand on est mort, on fait une autre expérience, c'est celle d'un autre rêve, par exemple, ou d'un truc un peu plus vrai, qui nous paraîtrait un peu plus vrai, parce que c'est ce que décrivent les expérienceurs de mort imminente. Ils nous disent, en comparaison, cette réalité-là paraît moins vraie que l'autre. Et ça, c'est le point de vue de l'expérienceur, que nous sommes tous. Mais en vérité, je pense que peut-être que ce monde-ci et l'autre monde, en fait, c'est des métaphores. L'autre monde est une métaphore de celui-ci et celui-ci est une métaphore de l'autre. Et qu'en fait, il ne s'agit que d'une seule et même expérience, enfin de plusieurs expériences, mais d'une seule et même réalité. Par exemple, l'état de veille dans la journée et l'état de veille dans la nuit sont complètement différents, et pourtant il s'agit de la même réalité, de la même chose. C'est ça que je veux dire. Oui, Romuald, tu rapportes aussi… Oui. Vas-y. Ensuite, je poserai quelques questions du chat. Oui, bien sûr. Romuald, tu rapportais une expérience justement chamanique où tu disais que tu avais cette sensation, enfin cet espace de connaissance qui te paraissait infini. Et ça m'a beaucoup rappelé des témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente. Et tu en parlais justement donc, de cette idée de filtre aussi, voilà, qui se retire. Est-ce que tu rapprocherais ton expérience à celle des EMI? Pas tes expériences chamaniques d'ailleurs, en général. Alors, dans l'expérience que je décris dans le bouquin Phénomène, je l'ai mise parce qu'en fait, c'était une expérience qui était dans mes tiroirs et je ne savais pas quoi en faire tellement elle pouvait être bizarre, absurde, ridicule. Et en fin de compte, quand j'ai commencé à travailler sur le livre et que j'ai lu le travail de Laurent et les autres contributeurs, je me suis dit, je comprends à quoi elle sert cette vision. Alors, dans cette vision, je me retrouvais dans une sorte d'amphithéâtre avec des esprits d'Etland qui semblaient être derrière des vitres. Donc, il y avait un côté vraiment ostentatoire, il y avait carrément un effet vitrine, où là, il y avait des entités qui se présentaient, mais qui étaient figées. Par contre, quand avec ma conscience, je focalisais une de ces entités, et c'est ce que j'ai fait à un moment dans la vision, ça s'est mis à s'animer. C'est-à-dire qu'il y a comme si ma conscience, mon intention et mon attention faisaient enclencher un processus. Ce processus, il est devenu très absurde, puisque j'ai été invité par cet esprit des plantes à danser. J'ai été invité à faire une chorégraphie. Alors moi, j'étais dans la Maloca la nuit, et il y avait cette entité qui faisait des mouvements très répétitifs avec ses mains, ses bras, comme ça. Et moi, je ne sais pas, à un moment, j'ai trouvé ça complètement délirant. J'ai dit, mais attends, on dirait un oiseau de paradis là, qui est en train de courtiser sa femelle. Et quand j'ai pensé à ça, parce que quand on est dans ces mondes, des états de conscience modifiés, souvent les pensées qui nous arrivent sont justement les bonnes pensées qu'il faut suivre. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui est en train de se faire là. Il faut que tu fasses comme lui, que tu l'imites. Et moi, je me suis dit, imite-le. Alors, j'ai commencé à danser. Alors, dans la Maloca, si on avait pu me voir, ils auraient été morts de rire parce que moi, j'étais comme ça, je faisais le truc. Et il n'y avait rien, forcément. Moi, j'étais tout seul dans la hutte, je faisais mon truc et les autres, ils étaient aussi dans leur vision. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant ça, et là, c'était absolument incroyable, c'est qu'après avoir répété plusieurs fois plutôt bien en vis-à-vis, en miroir, la chorégraphie avec l'entité, il s'est déplié un véritable espace de connaissance. Comme une sorte de bibliothèque qui sortait de je ne sais pas où, mais avec des informations, des espaces d'information, des espaces de connaissances. Et il suffisait que je me connecte à des trucs pour avoir plein d'infos qui arrivaient. Je n'étais même pas bien câblé pour recevoir les infos, tellement c'était puissant. Mais j'ai vraiment compris que là, et ça les chamans le disent, les chants Icaros par exemple, ils reçoivent les chants Icaros, qui sont les outils de navigation dans le monde des visions. Les chamans reçoivent les chants Icaros de la part des esprits
Et les chamans doivent imiter ces chants. Et mieux on les imite, mieux on les intègre, aussi par la diète et d'autres processus, et plus ces chants, ils permettent aux chamans de bien naviguer dans le monde des visions et d'avoir une action dans le monde des visions. Donc, l'imitation, après le phénomène ostentatoire, lorsqu'on est conscient de ce à quoi sert l'ostentation et qu'on se met à imiter le phénomène, en fait, à ce moment-là, il s'ouvre quelque chose qui est complètement imprévu, il y a un surgissement de quelque chose de nouveau. Alors, je réagis quand même à 2-3 interventions dans le chat parce que c'est intéressant. David dit, est-ce que c'est pas l'information et le mécanisme de l'expérience qui sont importants à étudier et pas forcément la forme? Alors, je veux dire, moi, en tant que lecteur du livre, là, que les chercheurs qui prennent la parole dans ce livre étudient la forme, mais aussi le mécanisme et aussi l'information qui est derrière. Hein. Là, il faut lire le livre pour voir que cette réflexion-là, bien sûr, elle est très poussée. Je pense que ça répond à la question. Et Zlata dit derrière, si la réalité est un rêve, quelle est la portée spirituelle ou philosophique de votre théorie? Alors, est-ce qu'on peut parler d'une théorie? Je sais pas, Laurent, tu as commencé à répondre à ça. Ouais. C'est dans la spiritualité indienne, en tout cas depuis l'origine, hein, le fait que notre réalité est comme un rêve, est comme un rêve. Ça ne veut pas dire que c'est pas réel, au contraire, mais ça veut dire que c'est pas la réalité ultime quand on dit que la réalité est comme un rêve. Alors c'est le sous-titre, bien sûr, de votre livre, hein, donc il y a cette proposition-là qui est déjà là dès le début, quoi. Bah, c'est une bonne question, mais quand on parle d'éveil, finalement, quand on nous parle d'éveil, donc tu parlais des philosophies indiennes, est-ce que c'est pas ça dont il est question finalement? Est-ce que c'est pas de se rendre compte, que la réalité est un rêve? Moi, je lisais récemment, parce que c'est mon livre de chevet, un gourou de l'Advaita Vedanta, et c'est Nisargadatta Maharaj. Et c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. N'est-ce pas? C'est fascinant. Alors, mais juste pour te relancer, Laurent, on a tendance à penser, quand on dit la réalité est un rêve, on a tendance à penser la réalité n'est qu'un rêve. Mais en fait, il faut inverser la proposition. C'est le rêve lui-même qui est déjà une autre réalité finalement. Le rêve ordinaire qu'on fait la nuit, c'est déjà l'accès à une autre réalité. C'est pas quelque chose qui est simplement un artefact ou un épiphénomène inintéressant. Donc, ça dévalorise pas ni le rêve de la nuit, ni le rêve en tant que réalité ordinaire. Non. Mais comme je vous ai dit, et comme je le dis souvent aux gens qui me demandent, non, la réalité est un rêve, oui, mais quand on a des douleurs physiques, on a des douleurs morales. On n'est pas en train de nier ça. Hein. On est en train de se rendre compte simplement que ces phénomènes nous reflètent. À partir du moment où des phénomènes nous reflètent, quand est-ce qu'on vit quelque chose qui nous reflète? La nuit, nos rêves nous reflètent. Donc ces phénomènes dits paranormaux et ovnis, on peut aussi les lire comme étant des phénomènes oniriques qui laissent des traces objectives et matérielles, oui, mais qui nous reflètent aussi. Donc, à partir du moment où on a un reflet de quelque chose qui paraissait pourtant extérieur, on comprend qu'on est dans un rêve, puisque c'est exactement ce qui se passe dans chaque nuit. Chaque nuit, vous faites des rêves, et à chaque fois, quelque chose reflète votre propre inconscient. Donc, on dit même que les personnages que vous voyez dans les rêves, c'est vous qui les avez créés et produits. Leurs caractéristiques, leur psychologie, c'est vous qui leur avez insufflé dedans. C'est votre inconscient. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat, on le sait. Et dans la réalité, on a des phénomènes étranges qui certes laissent des traces objectives et matérielles, oui, qui certes prennent des aspects comme étant étrangers, un mort, un extraterrestre qui viendrait de Mars. Alors ça, c'était les années 50, 60, Mars-Vénus. Maintenant, ils viennent de plus loin maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que Mars-Vénus, c'était pas très habité. Et donc, cet aspect autre et cet aspect matériel objectif ne doit pas nous cacher le fait que ces phénomènes nous reflètent aussi. Et à partir du moment où il y a reflet de quelque chose, on peut s'interroger sur la nature de notre réalité et de proposer le terme de rêve. Alors, je n'ai pas trouvé mieux que le terme de rêve, on n'a pas trouvé mieux que le terme de rêve, mais en tous les cas, nous, c'est là-dessus qu'on se base pour qualifier notre réalité de rêve. On pourrait aussi convoquer la physique quantique et dire que toute observation forme, pour certains auteurs de la physique quantique, toute observation d'un objet forme un système et que donc il n'y a pas forcément de distinction entre la personne qui perçoit et l'objet perçu. Et pour certaines lectures de la physique quantique, c'est ce qui est dit. Je ne dis pas que c'est toutes les lectures de la physique quantique qui le disent, mais certains lecteurs de la physique quantique nous disent que ce qui est observé et l'observateur forment un système. Alors, une fois qu'on a ces termes-là, une certaine lecture de la physique quantique nous dit aussi que la réalité est un rêve.
un tout psychique. Mais c'est pas ça qu'on convoque, nous, dans le livre, on n'en parle même pas. On constate juste que les phénomènes nous reflètent, bien souvent, et en cela, on peut proposer que nous sommes dans une sorte de rêve, parce qu'on n'a pas de mots plus précis. On pourrait parler d'un tout psychique, ce ne serait pas plus faux, ce ne serait pas plus juste non plus. Peut-être qu'on manque de vocabulaire encore. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi, par rapport à cette notion de rêve, il y a un phénomène qui est quand même assez intéressant, et ça, c'est Rupert Spira qui parlait de ça dans un de ses bouquins, qui lui aussi est quelqu'un qui travaille sur l'éveil, qui est un ami de Bernard de Kastrup. Et en fait, il dit, mais c'est super intéressant, mais regardez, par exemple, dans les rêves, vous vous identifiez à votre moi onirique, mais vous n'allez jamais vous identifier aux immeubles, aux autres protagonistes du rêve, ou par exemple, s'il y a un paysage, une forêt et tout ça. Et pourtant, c'est votre esprit aussi. Donc, on est encore dans quelque chose de très limité et limitant parce qu'on est encore dans l'identification à notre corps, à notre personnalité, même dans le rêve. Alors que vraisemblablement, c'est ce que disent les grands sages de l'Advaita Vedanta, ils disent, mais il faut comprendre en fait que le monde extérieur, et ça, c'est des gens comme Douglas Harding qui avaient fait des expériences super pour montrer ça, mais le monde extérieur, c'est moi. Et qu'est-ce qui est conscient réellement? C'est l'expérience. C'est l'expérience de qui contemple cette réalité autour de moi. Là, tu vois, et ce corps, malgré tout, et ce cerveau et ce jeu, eh ben, c'est une construction de l'esprit. Voilà, tu l'as bien dit. Merci, Romuald. C'est dur. Dans l'expérience psychédélique, il me semble qu'il y a quand même cet équivalent de ce qu'on appelle l'éveil spirituel dans les traditions indiennes notamment, qui est la dissolution de l'ego, quoi, la perte de la sensation de soi. Ça, c'est quand même récurrent dans les expériences psychédéliques, chamaniques ou non, qui sont des expériences profondes. On peut confirmer. Mais on garde le jeu quand même. Et c'est là où c'est fort. On garde le jeu. Ouais, c'est ça qui est fort, c'est que même quand l'ivresse est très très forte et que tu as cette sensation d'être complètement dissous dans le monde des visions, il y a quand même un noyau qui est, et là on peut rejoindre Maharaj, il y a quand même un noyau qui est constitué de rien, et ce rien c'est le jeu, c'est je suis, voilà. Et même s'il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de corps, il y a machin, il y aura quand même toujours ce je suis, je pense. Et c'est ça qui est assez vertigineux dans la pensée de l'Advaita Vedanta et qu'on revoit aujourd'hui dans les philosophes de l'idéalisme analytique comme Bernardo Kastrup, comme Spira, comme aussi notre ami Harpur. Donc on est dans un paradigme changeant. On amène des choses nouvelles, de comprendre que oui, notre réalité peut être un rêve, mais attention, un rêve collectif. Et c'est pour ça que même moi, si je veux faire apparaître un éléphant rose derrière moi dans mon salon, où il y a déjà beaucoup de trucs, mais il n'y a pas d'éléphant rose, si je veux faire apparaître un éléphant rose, je ne pourrai pas. Pourquoi? Parce que vous qui regardez ça, vous pouvez avoir même si vous êtes ouvert d'esprit, vous aurez un consensus qui vous dit ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut faire évoluer les mentalités des uns et des autres pour pouvoir faire apparaître des choses qui soient admissibles par le consensus. Est-ce que je peux rebondir en même temps pour rassurer nos auditeurs sur deux choses? D'abord, quand on parle de gourou indien, on devrait parler de philosophe, parce que c'est une puissance intellectuelle terrible, terrible. Moi, j'ai les propos qui sont rapportés là par le successeur de Nisargadatta Maharaj. Le titre du livre, c'est Les Orients de l'être, un titre bidon, tout le monde le dit, ils sont trompés dans le titre, peu importe. Et par contre, c'est les dernières paroles juste avant sa mort. Et je trouve que ce livre est meilleur que le livre Je suis. Personnellement, c'est les Orients de l'être que je lis et relis et relis. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est d'une puissance intellectuelle. Et le gars, il disait ça en parlant, quoi. En parlant. Alors que pour écrire ça, je crois qu'il me faudrait 10 vies, quoi. C'est même pas. C'est une puissance incroyable. Il y a une référence à Shankara, bien sûr, au 8e siècle, qui est le fondateur de l'Advaita Vedanta. Le courant de l'Advaita Vedanta, c'est une relecture en fait des Upanishads, du Rig Veda et tout ça, qui date du 8e siècle, hein, donc de notre ère. Hein. Mais c'est pas les fameux gourous indiens dont on parle là ce soir, c'est pas des gourous au sens où on l'entend aujourd'hui dans le monde occidental. Hein, ça n'a rien à voir. Bien sûr, parce que ça a pris un sens péjoratif, mais voilà. gourou, c'est le maître. Hein, voilà. Alors que justement, le sage, l'enseignant, le maître. Voilà. Alors que justement, ces gourous-là disent justement qu'il n'y a pas de gourou. Ces gourous indiens, ils disent à leurs élèves, aux personnes qui viennent les écouter, mais il n'y a pas de gourou.
Il y a pas de mots. Ramana Maharshi, parce que moi je m'intéresse Mm. beaucoup à ça aussi, vous savez, Ramana Maharshi, Nisargadatta Maharaj, je crois qu'ils disaient tous les deux que c'est le soi qui est le gourou en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut écouter le soi pour simplement trouver la bonne guidance. Et le rôle du gourou, c'est de pointer vers le soi. Alors moi, je voulais poser une question à Anaïs, justement parce qu'elle a ce parcours de diplômée en philosophie, qui prépare la grecque, etc. Est-ce que ces philosophies donc indiennes dont on parle là, et on va peut-être ensuite clore là, cette parenthèse parce qu'on on a encore des choses à dire, est-ce que la philosophie indienne, c'est quelque chose dont on vous parle dans vos études de philosophie ou c'est complètement ignoré? Parce que je me souviens que Roger Paul Droit avait déjà réagi sur ce fait-là. Il a écrit d'ailleurs des choses très intéressantes là-dessus, sur le fait que la philosophie indienne a été très mal comprise en Occident finalement, et notamment ces enseignements-là. Ben, ça ne m'étonne pas parce que absolument pas. On ne le voit pas à l'université. C'est vrai qu'on voit les grands philosophes, voilà, on les revoit, les revoit, les revoit. Même la philosophie chinoise, enfin vraiment les philosophies orientales, c'est vrai qu'on ne les aborde pas. Il y a des philosophes aussi qu'on aborde très peu, par exemple Henri Bergson, Rousseau, etc. Pourtant, c'était quand même des grands penseurs et non, voilà, c'est quelque chose qui n'est absolument pas. Anaïs, je peux que te conseiller ce bouquin qui s'appelle Les Orients de l'être, qui est une bonne introduction, parce que c'est les derniers jours, les derniers mois de Nisargadatta et ses derniers propos. Et donc, Les Orients de l'être, le titre est bidon, le sous-titre aussi, des fois. Je crois que c'est, je ne sais plus, de développement spirituel. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Hein. C'est vraiment l'éditeur qui a voulu vendre le bouquin. Mais c'est incroyable de puissance intellectuelle. Alors, Les Orients de l'être, c'est de Ramesh Balshekar. Oui, voilà. Qui est un disciple de Nisargadatta Maharaj, mais qui voilà. qui est aussi un auteur fondamental dans ce domaine. Et qui rapporte ses propos. Alors, bien sûr, il les a peut-être réécrits un petit peu, mais en tous les cas, c'est d'une puissance intellectuelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jocelyn. Mais moi, c'est fascinant, pardon. Moi, je lis ça, je dévore ces bouquins-là par période. Mais Ramesh Balsekar, en plus, lui, c'est fascinant parce que c'était un banquier à la base. Donc, c'était un mec qui était hyper matérialiste et qui a vécu cette espèce de révolution spirituelle au contact de ce genre d'enseignants. Hein. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et ouais, je trouve qu'il y a une très, très bonne progression aussi dans sa pensée à Balsekar. Enfin, voilà, ça, c'est des choses à lire. Hein. Il faut s'y pencher au moins une fois dans sa vie. Ah oui, je trouve que. Et alors, dommage, les Orients de l'être, je vais vous donner la référence. Ouais. C'est dommage, Anaïs, qu'on ne sache pas, à l'université française, qu'on ne sache pas la puissance de ces gens-là, parce qu'ils valent bien nos philosophes. Quoi. Et en métaphysique, ils sont même au-dessus. Hein. Voilà. Justement, Bernardo Kastrup, dont on parle un petit peu aussi, moi j'en parle dans ma postface, mais on en a parlé un petit peu ce soir, c'est un philosophe qui nous intéresse beaucoup aussi avec Romuald. Lui, il a fait le travail de montrer que en fait, des philosophes comme Schopenhauer, notamment, et aussi Hegel, étaient des vrais idéalistes au sens traditionnel, en fait, au sens indien du terme. Hein. Et il a estimé que leur pensée a été mal comprise. Il a fait un petit bouquin sur la pensée de Schopenhauer qui est magnifique, et aussi sur le travail sur la pensée de Jung. Hein. Et il explique pourquoi tous ces gens-là sont aussi des idéalistes au sens philosophique du terme, c'est-à-dire des gens qui considèrent que la conscience est le socle de la réalité, quoi, et même la seule réalité finalement, et que la matière apparaît dans la conscience. Enfin, voilà. Jung s'est pas mal défendu de l'être. Une fois ou deux, il a dit non, je suis pas idéaliste, mais en vérité, il l'était bel et bien. Quand il définit des archétypes comme des psychoïdes, c'est-à-dire qui transgressent l'objectif et le subjectif, quand il transgresse le matériel et le non matériel, la psyché, donc il disait bel et bien ça. Et quand il disait la psyché est réelle ou la réalité est psyché, bon, voilà, il était idéaliste, c'est évident. Alors revenons peut-être à votre livre. Je voulais qu'on parle un peu des chapitres de Sharon et Whit Rollett, qui m'a beaucoup plu aussi. J'ai trouvé que elle avait, on en a parlé un petit peu, mais cette réflexion sur la notion de protection aussi dans ces expériences-là. Elle parle beaucoup des expériences de mort imminente aussi. Est-ce que tu peux en dire un mot? Parce qu'il faut quand même présenter un petit peu aussi les différents contributeurs. Alors Sharon Hewitt, elle a été, c'est moi qui parle beaucoup. Vas-y. Romuald, je suis désolé. Hein. Non mais vas-y. C'est toi qui est à l'origine effectivement du projet, donc on l'a dit déjà. Je prends la lumière là. Au sens propre comme au sens figuré, j'ai 2 lampes dans les yeux. Méfie-toi, il y a ton ombre qui te suit. Oui, c'est l'ombre de Jung. C'est ça. Sharon, elle a gagné. Alors Sharon, elle est très très forte. Sharon, c'est une franco-américaine
Elle a gagné un prix au concours Bigelow, là, tu sais, le milliardaire qui voulait absolument avoir des preuves d'une vie après la mort l'an dernier et qui a lancé un concours d'essai et elle a gagné un prix important. Elle est arrivée deuxième ou troisième, ou voilà, un truc comme ça, quoi. Quelqu'un de qui bosse dessus sur ces sujets-là depuis longtemps. Et donc, moi, je lui ai proposé la piste de l'archétype du trickster et puis je l'ai laissé un peu faire. Et au départ, je vais te dire franchement, dans les premières, pourtant c'était ça, hein, c'était ça en substance ce qu'elle me donnait. Je m'attendais pas à ça et c'est pas ça que je voulais. Mais c'est pas grave. Je prenais sur moi. Je disais bon, ben voilà. Et je comprenais pas ce qu'elle me, parce que Sharon comprend et crée en même temps. Elle apporte. Hein. C'est pas quelqu'un qui a apporté un texte bibliographique. Hein. C'est quelqu'un qui a apporté quelque chose. Tu t'en es rendu compte puisqu'elle parle vraiment du trickster comme étant un gardien. Et elle le montre à certains niveaux. Donc, elle essaye de personnifier l'illusivité qui caractérise ces phénomènes, mais aussi et qui caractérise aussi l'expérience de mort imminente, tout simplement lorsqu'on nous dit que tu fais demi-tour parce que sinon, tu risques de la dissolution de ton moi, de ta personnalité, de ta personne, quoi. Et j'ai trouvé ce texte effectivement assez super, mais même si au départ, ce n'était pas ça que je voulais, que j'attendais, mais c'est à la relecture, je fais, mais non, mais c'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison et elle apporte un plus au bouquin et c'est superbe. Et comme quoi, le premier jugement, des fois, tu sais, c'est pas ce qu'on attendait, c'était pas dans le truc dans lequel j'étais, et donc j'ai pas bien saisi ce qu'elle voulait dire. Et après, elle a pris des images dans les films. Elle prend des images parce qu'elle a bien vu que Laurent ne comprenait pas. Elle a pris des images. Surtout que c'est des textes qui demandent à être relus, hein, honnêtement, hein, tous. Hein. Ouais. Lui est relu parce qu'il y a une portée derrière et elle fait une comparaison avec les films. C'était quoi déjà? Le Truman Show et l'autre, j'ai oublié, l'Agence. Voilà, dans lesquels on a des personnages. Le Truman Show, tout le monde connaît, hein, qui sont qui croient être dans une réalité, dans leur réalité, dans la réalité, qui en fait sont sur une scène de télévision et qui ne s'en rendent pas compte. Et à chaque fois, il se produit des événements qu'on pourrait assimiler aux événements paranormaux ou ovnis qui vont ramener la personne dans le droit chemin ou dans sa réalité à elle, hein, surtout la laisser dans sa réalité quotidienne. Et en vérité, ces personnes-là, elles le découvrent peut-être trop tard. Ils étaient filmés, ils étaient sous une sorte de fiction. De là à nous dire que notre réalité est une fiction, ou en tout cas, comme on le défend nous dans le livre, un rêve, et qu'il y a des phénomènes qui surgissent, qui encadrent ce rêve, et des entités qui seraient responsables de ces phénomènes qu'on pourrait appeler nos gardiens. Et ça, les Grecs l'avaient déjà fait. C'est Chalcédus, je crois, qui l'avait fait. On aurait des phénomènes qui seraient à la fois générés par nos gardiens, les daimons, ou ces entités tricksters, et ces entités tricksters, en même temps, nous empêcheraient de voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça l'idée dans le texte de Sharon. Et elle montre très bien justement que dans les films dont tu parles, là, Truman Show et l'Agence, la façon dont les marionnettistes en fait veulent remettre le héros dans le droit chemin, c'est par le biais d'événements qui sont de plus en plus absurdes en fait. Exactement. L'absurde voilà. Et oui, l'impossible, le côté impossible, absurde, grandiloquent, voilà. Ouais, ça c'est vachement bien amené, je trouve. Oui, c'est un texte qui fait vraiment réfléchir et qui donne des images à ce qu'on dit, quoi. On le remercie, je la remercie encore, Sharon, et je crois qu'elle nous écoute. Ah oui. Anaïs? Oui, j'aimerais citer la question de Chantal. Alors, qui vous demande, les termes de songe ou de vision ne sont-ils pas préférables à celui de rêve? Car dans ces deux mots, il y a bien cette notion de quelque chose qui émerge au travers d'un voile. Qu'est-ce que vous en pensez? Carrément, mais c'est juste qu'en termes de proposition de titre sur un ouvrage, il était aussi plus judicieux de marquer si notre réalité était un rêve, parce que plutôt de parler si c'était une vision, ou si c'était un songe, ou si c'est aussi des contraintes d'édition, mais au-delà de ça, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'au final, moi et Laurent, quand on a bien réfléchi sur toute la trame du livre, on s'est dit naturellement, le sous-titre du livre, ça peut être que ça. Ça peut être que ça. Mais bien sûr, l'idée de voile, elle est là, elle est omniprésente dans le livre. Et vous avez raison de le souligner, évidemment.
Oui, et justement par cette idée aussi de rêve, je pensais vous savez, on parle aussi souvent du pouvoir de l'esprit aussi sur la matière, que ce soit, on appelle l'effet psychokinèse en parapsychologie. Est-ce qu'on peut envisager justement cette dimension-là quand on voit justement ce reflet dont vous parliez tout à l'heure, ce reflet dans les phénomènes paranormaux, du coup, qu'on observe ensuite dans la matière? Est-ce que c'est pas nous finalement qui pouvons aussi avoir ce pouvoir-là de la pensée, voilà, et donc cette interaction Ah, si, carrément. Dans les expériences de création volontaire de synchronicité, Oui. quand j'ai fait un atelier, on en a fait des dizaines avec le jeu Synchronicity, parce que j'ai voulu faire un jeu de manière à ce que les gens puissent s'initier de façon très ludique à ça, parce que c'est ludique, de toute façon, c'est joueur, c'est un phénomène joueur là aussi. Et quand on est dans cette imitation de ces phénomènes, et le jeu est un moyen d'imitation de ces phénomènes, eh ben, il se passe ces phénomènes de miroir. Parce qu'en fait, quand on va tirer un élément aléatoire, que ce soit une carte avec un serpent, plus la coupe du Graal, par exemple, et puis qu'on va demander un timing pour voir apparaître une synchronicité ensuite dans le futur, bah déjà, on a de l'aléatoire au moment du tirage. Donc ça, c'est indispensable. Et puis, quand dans le futur, plusieurs jours après, les gens vont constater que ces deux éléments se sont concrétisés dans une synchronicité. Je vais donner un exemple qui s'est produit avec Synchronicity. Il y a quelqu'un qui a tiré une carte avec l'hippocampe, donc une hippocampe, et deux anneaux, comme vous avez les anneaux, comme des bagues, hein, comme des alliances, deux anneaux. Il a demandé une synchronicité sous 48 heures. Le lendemain, on lui offrait vous savez, hein, des bouchons qu'on met sur les bouteilles de vin une fois qu'elles sont ouvertes. On lui a offert un truc comme ça, donc un bouchon en cristal qui était une hippocampe, et au niveau du support du bouchon, il y avait deux alliances de greffées dessus. Donc, à peine 48 heures après, les deux éléments de synchronicité s'étaient condensés. Qu'est-ce qui se passe? Quand la personne constate dans le futur, c'est-à-dire là, 2 jours après, qu'on lui offre ce petit bouchon-là, en fait, par rétropsychokinèse, c'est lui qui agit sur l'aléatoire du tirage de cartes et qui se donne les cartes. Donc, effectivement, parce que c'est bien beau de faire le constat le phénomène, il fait un constat, mais il faut aller au-delà du constat. Quelles sont les applications concrètes, les expérimentations qu'on peut faire autour de cette intuition qu'on a que la réalité est un tout psychique? Eh bien, je pense que des expériences comme les créations volontaires de synchronicité, des phénomènes de rétropsychokinèse, y a Peotch qui avait fait ça aussi avec le ticoscope, tout ça, toutes ces expériences, en fait, elles sont liées à cette interface en fait qui existe directement entre la conscience et la réalité, parce qu'en fait les deux c'est le même truc, c'est la même chose en fait. Voilà. Il faut bien avoir conscience que les deux sont la même chose. C'est-à-dire que même l'idée de création ou quand on dit dans les poltergeists, oui, c'est un inconscient qui se projette ou c'est une création de nous, c'est vrai à moitié. C'est vrai à moitié. C'est-à-dire, c'est ça que j'insiste, parce qu'un archétype, par définition, il est psychoïde, il est déjà dans la réalité. Voilà, c'est un tout, c'est un tout. C'est un surgissement. Je préfère parler de surgissement, moi, plutôt que de dire que ça vient de nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, je crois, parce que sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Et Jung, il insistait bien sur cette notion d'interaction en disant que l'archétype en lui-même, c'était une notion qui n'avait pas de sens, qui était vide, en fait, qui était indéfinissable, tant que ça n'était pas constellé, comme il disait, ça n'interagissait pas avec la conscience Voilà. de l'observateur, finalement. Voilà. C'est à ce moment-là c'est au moment où l'archétype devient manifeste qu'on peut l'identifier, le caractériser, en parler, etc. Il y a une partie qui ne dépend pas de nous, même de notre inconscient, à nous. Il y a une partie qui est encore mystérieuse. Et c'est pour ça que, de toute façon, on bute dessus. Hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas encore à le mettre vraiment totalement en laboratoire, ce phénomène-là, même s'il faut travailler pour essayer de créer ces phénomènes. Et c'est ce que fait Romuald. Mais attention, nous ne sommes pas absolument créateurs de ça. Voilà. Si vous décidez ce soir de faire un rêve particulier, je ne suis pas sûr que vous y arriverez. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est pareil pour les phénomènes dits paranormaux. On aura beau essayer, je ne suis pas sûr que ça marche. Beaucoup. Si par exemple, moi, j'essaie de vivre encore une fois un phénomène d'écoute de téléphone, je peux me mettre derrière mon téléphone toute la journée. Je ne suis pas sûr que je vais recevoir un truc, même en cas de deuil ou de quoi que ce soit. Donc, attention, c'était quand même un surgissement qui dépend aussi de nous, de notre psyché sûrement, individuelle, oui, mais qui dépend aussi de quelque chose d'autre, d'extérieur,
propre au rêve total qu'on appellerait la réalité. Mais encore une fois, Bertrand Meus, il le dit aussi dès la préface, hein, que les grands médiums, les Alexis Didier et tout ça, et là Anaïs, tu pourras me compléter peut-être. Ils provoquaient des phénomènes à chaque fois, mais pas toujours les mêmes phénomènes, et ils n'avaient pas le contrôle en fait vraiment sur ce qu'ils allaient produire. Les chercheurs savaient qu'il allait se passer quelque chose, mais ils savaient pas vraiment à l'avance quoi. Voilà. Mais c'était quand même la différence avec justement le phénomène OVNI qui est beaucoup plus fuyant. Dans ce domaine-là de la métapsychique, de la parapsychologie, on a pu quand même observer de nombreux médiums ou des gens comme ça qui étaient capables de produire des phénomènes, mais on ne savait pas à l'avance quel type de phénomène allait se produire. C'était quelque chose qui surgissait, comme tu dis. Je vais peut-être raconter quelque chose qui pourrait plaire à nos éditeurs. Un an avant le phénomène des coups de téléphone, moi, j'avais déjà vécu une synchronicité très étrange. J'étais dans un jour pas bien. J'ai toujours été de nature un peu mélancolique, sauf en ce moment parce que les livres marchent bien. Mais sinon, je suis toujours mélancolique. Et j'étais là avec mon frère à Nancy, parce qu'on était étudiants là-bas, et j'étais en train de lui dire, tu sais, dans la vie, il ne faut pas être trop lucide, hein, parce que plus tu es lucide, plus tu risques d'être déprimé. De temps en temps, c'est bien d'être un imbécile heureux, voilà, de se contenter de pas grand-chose, de pas trop s'inquiéter. Et j'avais ce mot lucidité à la bouche, et j'étais quand même content de mon mot. Je trouvais qu'il voulait dire plein de choses. Et on monte les escaliers de la FNAC à Nancy, et d'un coup, devant nous, tombe un livre. Et sur la couverture de ce livre, je m'approche du livre parce que j'ai deviné que c'est pour moi. Il a été poussé par personne, je le précise. Ce livre, il est tombé d'une manière un peu, je dirais, paranormale. Et je le ramasse et dessus, c'était écrit 2 heures de lucidité. Donc, une synchronicité parfaite. C'est clair. De Chomsky, et tu dis que tu l'as pas lu, tu aurais dû, hein, parce que je suis sûr que tu aurais appris plein de trucs. Noam Chomsky. Donc, et par contre, tu dis personne ne l'a poussé, mais si, ce qui l'a poussé, c'est ce qu'on appelle l'ange des bibliothèques. Tu sais Oui, que c'est Arthur Koestler qui l'a appelé comme ça. Oui, ben écoute, on pourrait l'appeler poltergeist, on pourrait appeler ça synchronicité. À chaque fois, on va essayer de mettre des mots dessus. Moi, maintenant, j'en suis à dire que c'est un surgissement dans le rêve. Voilà, c'est un surgissement dans le rêve qui arrive devant un expérienceur qui s'appelle Laurent du rêve. Voilà. Et je crois que c'est pas plus faux que de parler de poltergeist ou que de parler de synchronicité ou d'ange de la bibliothèque. Les synchronicités avec les livres, c'est très fréquent. Hein, les livres c'est fréquent. Moi, j'en ai eu plein. Beaucoup de gens qui en vivent avec le livre qui tombe à la bonne page et tout ça. Mais tu sais, c'est marrant parce que pour revenir à l'ange de la bibliothèque, c'est aussi très vrai. Parce qu'à l'époque, moi, j'écris pas de bouquins. Hein. Je suis juste étudiant. Donc, et entre-temps, j'ai écrit plein de bouquins là, qui n'étaient pas en lien avec le paranormal, etc. Et là, je sors un bouquin aussi qui plaît, qui intéresse et tout. Et je me demande, je vous demande votre avis. Là, je sors de mon rôle de présentation du livre. Je vous demande votre avis à vous, Romuald, Jocelyn, Anaïs. Est-ce que c'était pas non plus déjà quelque chose qui préfigurait? Est-ce que c'était pas rétrocausal, Romuald? Est-ce que c'est pas quelque chose qui préfigurait mon destin d'écrire des bouquins? Et je me pose cette question en ce moment seulement. Si, parce qu'il y a une guidance dans les phénomènes comme ça de rétrocausalité, que ce soit par les synchronicités ou de la rétropsychokinèse. Moi, je m'aperçois qu'il y a une guidance. Par exemple, moi, j'aurais pas pu écrire le dernier chapitre de ce souvenir de l'au-delà qui s'appelle Une vision pour renaître si j'avais pas eu des bouquins qui sont tombés dans un fracas terrible dans mon bureau. Et quand je suis allé voir, il y avait 2 livres, je les ai pris et les 2 parlaient complètement de cette vision que j'hésitais d'ailleurs à relater dans le bouquin. Donc après, j'ai pas hésité du tout, je l'ai consigné dans le livre. Mais il y a aussi le phénomène du trickster, parce que dans ton rêve, tu dis, toi aussi, on en parle d'ailleurs dans le bouquin, dans ton rêve, tu dis qu'après, tu vois une image d'un peintre russe qui est vraiment une copie conforme du trickster que tu as vu dans ton rêve. Ouais, bah attends, on va la montrer on ne l'avait pas prévu, mais on va peut-être le montrer aux gens qui nous suivent. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu as vu cette image en vrai, toi, tu as repensé à ton rêve et ce faisant, tu as donné la forme de ton trickster, tu lui as donné l'interface, tu lui as donné l'apparence. Donc, alors, Laurent, il faut que tu la remontres et que tu parles en même temps pour que tu sois à l'image. Ah, pardon. Pour ceux qui ont l'affichage comme moi de celui qui parle, il faut que tu parles. Voilà, tu parles et tu le montres. Plus près encore. Ah, le problème, c'est que… Ouais, tu ne vas pas y arriver. Bon, c'est un petit personnage… qui est montré dans le livre. Voilà, bouge plus, ouais. Voilà, c'est bon. Ok. C'est un petit personnage qui est montré dans le livre. Je vous donne son nom. Le peintre, c'est Andrei Shishkin. Excusez-moi, je vois plus de près. Andrei Shishkin, donc un peintre russe qui nous a accordé donc la reproduction dans le livre. On le remercie au passage. Et plus je vois effectivement Romuald de ce personnage,
Et je le vois, je connais cette peinture depuis 2-3 ans déjà, hein, et un peu plus même. Plus je la vois et plus je me dis, mais c'est vrai, c'est ça que j'ai vu dans mon rêve en 2004. Ah bah là, pour le coup, là, c'est l'archétype du fou, du roi avec les grelots sur le pompon. Oui, mais c'est une des dernières incarnations. Ouais. Plusieurs personnes ont écrit sur le trickster et à chaque fois, elles mettent en couverture ce personnage-là parce que c'est une des dernières incarnations du trickster, c'est-à-dire messager, burlesque, fait des petits tours de magie. Et voilà, c'est une des dernières incarnations du trickster, sauf qu'il n'est pas divin cette fois-ci, quoique il parle au roi. Donc, on peut voir encore une sorte de métaphore de la discussion entre l'inconscient et le conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Tu avais fini, Romuald, du coup, ton explication rétrocausale, oui? Oui, il y a une guidance. On voit bien que les synchronicités, de toute façon, une fois qu'elles sont enclenchées, elles font redescendre de l'information du futur. Donc, il y a des phénomènes de guidance, d'attraction aussi, hein. Moi, je parlais carrément d'attracteur rétrocausal. Et ça permet justement d'avoir une orientation qu'ont pu amener d'ailleurs Laurent, parce qu'il a écrit ce livre, à vivre tous ces phénomènes en cascade dans le passé, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, je ne vis plus grand-chose depuis 2014. Je n'ai pas vécu de phénomènes paranormaux. En 2014, j'ai vécu un truc bizarre. J'étais en train de faire du sport et d'un coup, je me suis mis à sentir un parfum féminin plutôt. Un parfum féminin très, très fort qui sortait de mon corps alors qu'il n'y avait aucune raison pour cela. Mes copains à la salle de sport ont senti aussi, ont vu. C'était plutôt naturel comme parfum. C'était féminin et naturel à la fois. Donc, je ne sais pas ce que c'était. Plutôt une odeur de lilas ou de violette. Et ça a été empestant. En rentrant chez moi, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit à ma mère, appelle ta mère, il doit y avoir un problème dans la famille, c'est pas possible. Elle appelle sa mère, 77 ans, mais ça va, fatiguée, mais ça va. Et à peine 2 mois après, même pas 2 mois après, elle a fait, ma grand-mère, on lui a diagnostiqué un cancer fulgurant et elle est morte encore 2 mois après. Donc, c'est la dernière truc bizarre, paranormal que moi j'ai vécu, c'était en 2014. Je dirais que voilà, cette odeur-là qui sortait de mon corps, qui est connue quand même des expérienceurs, c'est des odeurs bizarres, des fois c'est des odeurs typiques, caractéristiques du défunt. Moi, c'était ça, et je sentais que ça m'avait donné un signe qu'il y avait un problème dans la famille. Mais sinon, depuis, j'ai rien vécu d'autre, et c'est bien dommage parce que c'est frustrant, hein. Peut-être parce que maintenant j'intellectualise les choses, j'essaie de mettre des mots dessus, et peut-être que je suis moins réceptif, puisque peut-être l'ego, le moi, notre partie rationnelle, hein, finalement, bloque peut-être d'autres choses. Je crois beaucoup à cette explication, hein. Je crois qu'il y a des périodes où effectivement on est beaucoup plus réceptif. Moi, c'est comme ça aussi pour mes rêves lucides, notamment des périodes où je suis moins stressé, moins préoccupé par tout un tas de choses. Il se passe on est plus réceptif aux synchronicités aussi, etc. Et à ce genre de choses, moins on intellectualise, c'est évident. Enfin, là, je pense que c'est clair. Donc après, ça va revenir certainement. Je te souhaite d'avoir des expériences positives, en tout cas, bien sûr. Ouais, parce que des fois, c'est quand même annonciateur des drames, bien sûr. Bah oui. Alors, Anaïs, est-ce qu'il te reste quelques questions? Et puis on va pas tarder à vous laisser tranquille, les amis, parce que on a déjà dit beaucoup de choses. Bah oui, j'aimerais rebondir justement sur ce que vous disiez. C'est vrai qu'à l'Institut, justement, ce qu'on appelle les sujets psy, tu parlais aussi de l'élusivité aussi, Jocelyn. Tu disais que voilà, on a cette sensation que les phénomènes psy nous échappent. Et pour le sujet aussi qui le vit, on a Jocelyne qui est l'une des membres de l'Institut. Elle est un bon sujet psy et elle me disait, mais parfois c'est quelque chose effectivement, que je ne contrôle pas et qui moi-même me surprend et qui surprend ma conscience. Et c'est aussi ce qu'on fait à l'Institut, on essaie de favoriser justement cette baisse d'attention pour laisser émerger ou faire surgir, comme tu disais Laurent, ces connaissances-là qui ne viennent pas de la conscience, qui ne viennent pas de la raison et qui nous surprend nous-mêmes quand on a, je ne sais pas, cette odeur, ce parfum, ou qu'on a des connaissances sur quelqu'un, ou qu'on a un phénomène télépathique. C'est souvent effectivement que la raison, elle s'éteint, et c'est ce qui favorise les phénomènes psy, et donc qui nous échappe aussi en tant que sujet, en tant que médium, peu importe. Oui, il y a une dimension de nous, oui, qui parle, mais il y a quelque chose d'autre encore, il y a une résonance, et ça, on peut le comprendre que d'une seule manière, c'est en considérant que nous faisons partie d'un tout, et que nous ne sommes pas dans un environnement physique, nous sommes dans un environnement psychique.
Et que, dans le livre de Greg Little, qu'il avait intitulé The Archetype Experience, où il parlait donc de phénomène ovni avec l'archétype du trickster, il parlait d'éclat d'archétype. On aurait en nous un éclat d'archétype qui correspondrait à un éclat d'archétype dans la nature, dans la réalité. Et si les deux, comme dans les aimants, rentrent en connexion, il se passe le phénomène ovni. Vous voyez ce que je veux dire? Si les deux, comme des aimants, quoi. C'est l'image qu'il avait donnée. Et je trouve qu'elle est, bon, d'un côté simpliste, d'un simpliste non plus trop recherché, mais d'un côté, elle peut paraître bon, ce qu'il raconte, et d'un autre côté, elle peut décrire quand même ce qui se produit et ce qu'on veut dire par là. On n'est pas uniquement le créateur de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand le phénomène semble être originaire d'une personne, il faut un environnement et il faut quelque chose qui rentre en résonance pour que ça se produise. Très bien, bah écoutez, moi je propose que vous preniez peut-être la parole tous les deux pour un mot de conclusion. Je voulais dire qu'on parle de sujets qui sont peuvent avoir l'air complexes, en tout cas qui sont très riches et tout ça. Je voulais dire que le livre, il est quand même très agréable à lire parce que toi, Laurent, notamment, tu as fait un gros effort sur la forme, la mise en page, la maquette. Je sais que tu as été beaucoup investi là-dessus sur les dernières étapes, les dernières phases de la construction du livre, hein. La sortie des phrases, des exergues, des phrases clés, etc. C'est vachement intéressant. Ça permet d'avoir des idées forces en tête, ce qui fait que le livre est pas difficile à lire. Je vais insister là-dessus, hein, même si les sujets dont on parle là amènent dans des abîmes de réflexion, le livre n'est pas difficile à lire du tout, hein. Non, c'est vrai, mais je te remercie de souligner ça, de souligner ce travail d'homogénéisation, hein, puisqu'on est des chercheurs d'horizons différents, de nationalités différentes. Donc, il y a un travail d'homogénéisation. Et j'ai un peu aussi hérité d'un travail précédent que j'avais fait, moi, avec les habitants de ma ville. Je vendais des petits livres sur ma ville, Longwy, aux habitants. Et j'aimais bien faire des livres faciles à lire. Tu sais, et j'ai trouvé que ce n'était pas dégradant de faire des livres, entre guillemets, faciles à lire. Déjà parce que pour les vendre, c'est mieux, surtout quand tu es en auto-édition. Mais surtout parce que je trouve que quand c'est dit facilement, quand c'est dit simplement, ça veut dire que toi aussi, tu as compris ce que tu disais, quoi, hein. Et c'est ce que j'avais aussi compris de ma thèse. Quand j'avais fini ma thèse, mon directeur de thèse m'avait dit, si tu es capable de résumer ta thèse en 2 phrases, c'est que tu as compris ce que tu avais fait. Et c'est totalement vrai. Et donc, moi, j'ai toujours ce travail-là pour faciliter la lecture. Je me mets à la place des lecteurs et donc j'aime bien faire un travail qui rend compte de la force des centres nerveux du livre. Je trouve que c'est plus agréable pour toucher le lectorat, parce que c'est ça qu'on veut aussi, hein, c'est de faire connaître la recherche là où elle en est, de faire connaître un petit peu pas mal de cas, pas mal de témoignages. Et c'est le but aussi, hein, d'écrire un livre. Donc oui, je te remercie. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé sur cet aspect extérieur du livre. Romuald? Ouais, ben moi, je suis ravi de ce livre parce qu'en fait, une fois qu'il a été écrit, si tu veux, je me suis rendu compte, quand je l'ai vu globalement, je me suis rendu compte qu'il entrait complètement dans la démarche de ce qui est en train de se produire en fait en filigrane là, dans le monde des chercheurs, mais aussi dans notre société. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans un point de bascule qui peut paraître pas être très apparent, mais un point de bascule entre le paradigme matérialisme et un nouveau paradigme, euh, peut-être pas encore idéaliste complètement, mais qui commence à s'hybrider en fait. Et ça, c'est intéressant. Et, et je pense que même les concepts qui sont développés dans Phénomène peuvent rentrer en ligne de compte pour ce qui est de la perspective de l'écologie, c'est-à-dire de sauver la Terre. Et pour sauver la Terre, il va falloir l'écouter, il va falloir écouter les puissances qui sont ces émanations. En fait, pour moi, sa psyché, hein, ça me paraît assez évident et on a besoin de ça. Donc, il y a un vrai travail, comme je le disais tout à l'heure, de relocaliser, de remettre de la lumière sur des processus, mais en même temps, c'est des entités, en même temps, c'est des dimensions psychiques, tu vois, qui ont été occultées, qui ont été mises un peu dans l'ombre, si tu veux, et de remettre de la lumière dans ça, je pense que c'est super, super important. Le livre y participe. Je vois qu'il s'inscrit complètement dans une dynamique de changement, et je trouve que voilà, je trouve ça génial. Voilà.
Génial, vous êtes bien dans l'air du temps, effectivement, avec ce livre qui prolonge bien les travaux précédents. En tout cas, en francophonie, il y avait très peu de choses. Et voilà, là, ça vient marquer une nouvelle étape, en tout cas. On peut aussi lire, bien sûr, l'article qu'Anaïs a consacré à votre livre, un petit article de présentation, hein, dont Najib a donné le lien dans le chat. Hein, c'est sur le site de Vertical Project. Donc, merci Anaïs pour ça. Anaïs, un mot de conclusion. Merci beaucoup à toi en tout cas. Ah bah merci, c'était une magnifique soirée. Merci beaucoup pour votre présence et voilà, merci à tous. Je voudrais juste, pour clôturer, juste dire un petit truc. Je voudrais remercier quand même ici vraiment publiquement Bertrand Meust, que je suis sa carrière depuis des années et des années. Pour moi, c'est un maître. Je voudrais aussi remercier, parce que peut-être il aura la possibilité de nous écouter, Jacques Vallée, parce que quand même dans Passeport pour Magonia, il avait quand même dit énormément de choses et ce sont quand même des grands maîtres à penser, des grands penseurs qui ont permis d'ouvrir des voies nouvelles, complètes, et je voulais aussi les remercier ici. Voilà. Ah bah sur ces sujets-là, ce sont des références incontournables. Najib nous dit que Bertrand va faire un article aussi pour le site de Vertical Project. Donc voilà, on donne la parole le plus possible effectivement à tous ces chercheurs-là. Bah écoutez, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous, les amis. C'était passionnant, je pense. Je l'espère que ça l'était pour vous tous. Et on se retrouve lundi, figurez-vous, avec un autre invité de marque, peut-être encore plus prestigieux que vous deux réunis, c'est Boris Cyrulnik, quand même, qui est aussi une légende. Alors, j'espère que vous atteindrez son niveau de notoriété un jour et de respectabilité, parce que je sais pas si vous êtes vraiment aussi respectable que lui. En tout cas, Boris Cyrulnik, lundi soir, avec Léa, on fera une interview aussi à deux voix comme ça risque d'être passionnant sur le sujet de la mort. Et voilà, je sais qu'il y a des choses passionnantes à dire. Boris, qui est psychiatre, bien sûr. Moi, alors voilà, j'ai tout dit. Vas-y, Laurent. Ouais, moi, je remercie Romuald de m'avoir fait un peu la courte échelle. Je te remercie toi aussi, Jocelyn, parce que tu me l'as fait. Je remercie Najib aussi qui me l'a fait, la courte échelle. Voilà, c'est vraiment c'est gentil. C'est mérité. Voilà, vous m'avez fait la courte échelle et vous m'avez mis en lumière, ou en tout cas mis en lumière le travail que je voulais apporter. Et je vous en remercie vraiment éternellement. C'est mérité, Laurent. Merci. Vous avez mis du sens dans ma vie et c'est beau, c'est super. Merci. Merci. Encore bravo pour ce beau travail. Merci à tous de nous avoir suivis. Apparemment, tout le monde on a des félicitations en tout cas. Bonne fin de soirée à tous. À très bientôt. À bientôt. Bientôt aussi. Merci. Au revoir, Anaïs. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci.